La soupe aux allumettes, un livre écrit et raconté par Patrice Michaud, illustré par Guillaume Perrault, adapté au format audio par Frédéric Wolff, accompagné d'une musique originale d'Antoine Graton, produit avec la collaboration de Studio Bulldog, publié aux éditions Fonfon. Vous connaissez Lolo? Allô? Après une grosse journée, Lolo aime bien faire une pause au parc. Et il le mérite. Car bien sûr, Lolo fait ses devoirs. 3 plus 7 moins 3 plus 2. Il se tient en forme. Hop, hop, hop. Et il mange ses légumes. L'un de nous deux est de trop dans ce pays. Brocoli. Il fait tout ce qu'il faut, même endurer sa petite sœur. On joue à quoi? Regarde, je marche sur mes mains. Dis bonjour à Monsieur Lapin. Lolo. Premier arrivé, mange les biscuits. M'écoutes-tu? Solo de casserole. Pourquoi tu veux pas de câlin? Ouf, ça, c'est pas facile. Et ce n'est pas tout. Vous devez aussi savoir que Lolo, c'est pas son vrai nom. Mais comme sa maman, qui l'aime fort fort, l'appelle ainsi, ça lui convient. De plus, aucun super-héros ne s'affiche au grand jour sous son vrai nom. Voilà. Vous êtes maintenant au courant. Lolo est un super-héros. On ne parle pas ici d'un super-héros ordinaire. Non, 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 non. Il ne porte pas de cape qui se coince dans les moteurs d'avion. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau? Oups, c'était pas un oiseau. Il ne porte pas de costume non plus, car sa maman lui dit souvent « T'es beau naturel, mon Lolo. » Et surtout, il ne porte pas de collant. Ça, c'est non. Forum Mutation, le livre à l'ère numérique. C'est le 6e jeudi, donc c'est le 11e webinaire qu'on vous présente pour discuter des enjeux du livre numérique, de l'édition jeunesse, de la création, des enjeux de la création, des enjeux de la commercialisation, de la diffusion. Vous êtes rendu ici, donc vous savez que vous avez accédé à travers le site de Topo, Centre d'artistes en art numérique. J'aimerais mentionner que c'est le webinaire, en fait, le programme de webinaire, le forum qu'on met en place, en fait, résulte d'une formation qu'on a animée avec le soutien d'Emploi Québec autour du livre numérique et de la réalité augmentée en édition, ce qui couvrait aussi diverses avenues expérimentales de l'édition numérique. Et on réussissait jamais à couvrir tous les sujets, tous les enjeux. Alors, on a eu cette idée de poursuivre le développement du programme pour vraiment couvrir une palette beaucoup plus large d'enjeux autour de la création et aussi pour permettre aux gens qu'on sollicite de partager leur expérience en davantage que 10 minutes ou 15 minutes et en couvrant aussi divers aspects. Ce forum est rendu possible avec le soutien du Conseil des arts du Canada à travers le Fonds Stratégie numérique et on les en remercie. Alors, sans plus tarder, j'aimerais introduire Véronique Fonfon. Vous ne devinerez pas d'office, mais c'est une clarinettiste de concert qui a hérité du métier d'éditrice et qui s'en dédie afin de créer des projets innovants qui vont offrir une expérience stimulante, enrichissante, divertissante et expérimentale pour les enfants. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Véronique. Alors, merci pour cette introduction, Michel. Merci, Topo, pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de présentations, moi, sur le numérique, mais souvent, j'avais comme 10-15 minutes, puis il fallait que je parle le plus vite au monde, puis que je réussisse à dire le plus de choses possible en 4 secondes. Puis là, ben, j'ai plein de temps, donc je vais être capable de faire un vrai survol de tout ce qu'on a fait chez Fonfon, et puis d'aller en profondeur aussi dans les enjeux et tout ça. Moi, je vous invite, si vous avez des questions tout au long de la présentation, à les inscrire dans le chat. N'hésitez vraiment pas parce que j'aime ça, moi, les questions. Fait que s'il y en a que je dois traiter au fur et à mesure, je le ferai. Mais sinon, à la fin, évidemment, il y aura une grande période d'échange qu'on pourra avoir. Donc, sans plus tarder, je vous partage. Là, vous allez voir mon beau bureau, mon écran. Et là, je fais ça comme ça.
Voilà. J'espère que tout le monde voit ma présentation. Merveilleux. Alors, avant de me lancer dans les détails du numérique qu'on a fait, je pense que c'est important de comprendre qui est Fonfon et d'où est-ce qu'on vient, parce que je pense que ça explique en partie la façon dont on fait les choses finalement aujourd'hui. Fonfon, on a eu 10 ans en 2020, donc notre premier titre est sorti en 2010 et c'est du papier. On était vraiment loin du numérique à ce moment-là. Vous le voyez à l'écran, ça s'appelle Toujours près de toi. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que, comme Michel le disait en introduction, moi, ma formation, c'est une formation en musique. J'ai jamais pensé que je ferais de l'édition dans la vie, puis finalement, ben, c'est ça que je fais, puis j'y trouve vraiment mon compte. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ça, mais c'était pas du tout ça l'idée à la base. Donc, si je me suis retrouvée en édition, c'est que mon père, André Fontaine, avait une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions André Fontaine. Lui, il était spécialiste en scène de crime, fait qu'on est loin, loin, loin du livre jeunesse, là. Puis, il avait parti sa maison parce qu'il enseignait au cégep, la technique policière, puis il n'y avait pas d'ouvrage dédié à ce genre de formation-là. Puis, il a parti sa maison d'édition en 2003. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2007, il est décédé d'une crise de cœur. C'était soudain, c'était pas supposé arriver. Moi, je venais de finir ma maîtrise en clarinette classique. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, OK, moi, j'ai 2 sœurs, puis on s'est dit, OK, on va s'occuper des trucs de notre père. On va essayer de poursuivre ça. Il était seul dans sa maison d'édition. Puis, ce qui est particulier, c'est quand mon père est décédé, ma sœur aînée venait d'accoucher du premier bébé de la famille, Vincent. Puis, ils n'ont pas eu le temps de se rencontrer parce qu'il y a eu une espèce de 12 heures entre les 2 événements. Donc, ça a été vraiment un choc, là. On est en 2007, c'est très, très difficile. Et puis, ma sœur a décidé d'écrire un texte à son fils pour partager qui était notre père, quel petit bonheur il avait. Puis c'était vraiment, on s'entend, là, c'était un processus de deuil, notre affaire, là, c'était très thérapeutique comme texte. Et puis, on s'est dit, hey, on a une maison d'édition, qu'est-ce qu'on attend pour faire un livre? On va en imprimer 50 copies pour la famille, puis ce sera ça, tu sais. Fait qu'on s'est mis à chercher une illustratrice. On a contacté Ninon Pelletier, donc vous voyez les illustrations ici. On lui a envoyé le texte en disant, écoute, nous, on a une maison d'édition, on ne sait pas comment ça marche, là, mais on aimerait ça faire un livre jeunesse à partir de ce texte-là, on peut te payer. Puis que ça t'intéresse-tu? C'était comme on disait, au moins on est professionnel, on peut payer, mais le reste, on ne sait pas comment le faire. T'sais. Fait que Ninon a lu le texte, est tombée amoureuse du texte, a été très, très touchée par tout ça, puis a accepté. Et grâce à elle, on a rencontré le milieu parce qu'elle nous a mis en contact avec une directrice artistique qui savait faire des livres. Elle nous a mis en contact avec puis cette directrice-là nous a mis en contact avec une réviseure. Et là, à partir de ce moment-là, on a un petit peu compris c'était quoi ce métier-là. T'sais. Donc, en 2010, on a lancé ce livre-là, Toujours près de toi, ton album de partage sur le deuil, qui est le premier titre qu'on a fait chez Fonfon. Puis si je vous le montre, c'est pour que vous compreniez d'où est-ce que je viens. Tu sais, j'ai pas fait des études en littérature, c'est pas quelque chose que je pensais faire. J'ai pas étudié en numérique non plus. Tu sais, il y a rien de tout ça qui fait du sens dans ce que je fais aujourd'hui par rapport au parcours scolaire que j'ai fait. Mais je me suis retrouvée en édition, puis c'est comme si c'était ça qu'il fallait qu'il arrive finalement. Donc, c'est parti d'un événement plutôt triste, mais on s'est retrouvés là. Puis plutôt que faire 50 copies pour la famille, bien, on a fait 2000 copies, notre premier tirage. On a créé Fonfon, qui était le surnom de notre papa quand il était petit. Donc, c'est de là que la maison d'édition vient. Pour les curieux, on fait encore des livres pour la formation policière. Et oui, je travaille avec des spécialistes en scène de crime, puis on parle de mort évidente, puis l'après-midi, on fait des jokes de tête sur des livres pour enfants. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai un quotidien qu'on envoie de toutes les couleurs. Donc voilà, ça, c'est notre premier titre qui est sorti en 2010. Ensuite de ça, excusez-moi. Ensuite de ça, c'est ce qui a parti un petit peu la maison d'édition, si on veut, puis c'est c'est de là que sont parties nos collections, parce que c'est un livre quand même particulier sur le deuil. Puis on s'est dit, nous, on a envie de s'adresser aux enfants avec des sujets particuliers. Tu sais, on a envie de nommer les choses, d'outiller les enfants à travers la littérature. Donc, excusez-moi, ça parle dans le bureau. Donc, voilà. Donc, on a parti cette collection-là de livres à thème pour les enfants qui s'appelle Histoire de vivre. Mais on voulait aussi se trouver du plaisir dans la littérature. Donc, on a créé la collection Histoire de rire. Et plus tard, dans notre cheminement, on a créé Histoire de lire, qui est une collection pour les premiers lecteurs. Donc, si je vous montre ça, c'est que vous compreniez que l'essence de Fonfon, à la base, c'est de faire du livre papier. Puis, on continue à en faire, puis je vais toujours en faire.
Mais le numérique nous permet d'essayer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, puis de créer différemment. Puis Fonfon s'intéresse depuis toujours à ces autres façons-là de créer, si on veut. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est offrir, oui, une expérience de lecture, mais on aime aller dans les trucs qui sont complémentaires, aller plus loin que l'histoire aussi. Donc, depuis le début, je peux vous montrer, mais on a du matériel pédagogique. Comme par exemple, pour nos livres de première lecture, bien, on a un petit template que les professeurs peuvent télécharger, puis faire remplir à leurs élèves pour que les élèves puissent eux aussi créer leurs propres histoires. Ou encore pour tous nos albums, on a toutes sortes d'activités. Donc, Fonfon avait toujours eu cette envie-là de faire du matériel d'accompagnement, d'être dans le complément à la lecture. Puis, si je vous montre ça, c'est pas très numérique tout ça, mais je trouve que ça s'inscrit dans une vision, si on veut. Et puis là, le bateau du numérique. Je dis tout le temps ça, là, mais c'est parce que tout le monde me traumatisait. Là, à l'époque, là, on est peut-être rendu en 2012, puis là, tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas de livre numérique? Comment ça, tu ne fais pas ça? C'est le bateau du numérique que tu es en train de manquer. Puis là, je pense qu'il y avait des gros sous qui étaient là, dans l'industrie que moi, je ne connaissais pas parce que j'étais nouvelle. Puis là, tout le monde faisait du PDF. Puis tout le monde commençait à faire du hip-hop, mais très, très simple. Puis là, il me disait, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Puis là, je me disais, oh my God, moi, je ne vais pas, encore une fois, mettre des enfants devant un écran. Je veux dire, on le sait, là, il y a des écrans partout. Puis, tu sais, c'était moins pire qu'aujourd'hui, même en 2012, mais quand même, je me dis, la télé prend tellement de place, c'est pas vrai que moi, les enfants vont se mettre devant un écran pour lire du Fonfon. Le jour où ils le seront devant un écran pour ça, mais il faut que ce soit justifié. Il faut que le numérique apporte quelque chose, parce que si c'est un simple PDF homothétique, j'aime beaucoup mieux que l'enfant ait le livre entre les mains. Donc, c'est comme si tout le monde me faisait peur, me disait que je manquais un bateau, puis je me disais, bien, je ne le veux pas, moi, ce bateau-là. C'est pas dans ça que j'ai envie d'embarquer. Et là, c'est là que tout mon passé de musicienne que je vous ai rapidement raconté tantôt intervient parce que je me dis, OK, bien, on a des super belles histoires. Comment on fait pour faire du numérique, mais qu'on puisse amener le côté musical qui, moi, m'habite beaucoup? Comment on fait pour aller chercher les comédiens et se faire raconter une histoire d'une façon qui en vaut la peine maintenant d'être sur un écran parce qu'à partir de là, bien, on a tout l'aspect, oui, sonore, on a l'aspect de se faire raconter qu'on peut aller chercher. Mais comment, moi, je peux stimuler l'enfant aussi au niveau de la création à partir d'un écran? Puis là, ben moi, je tournais en rond, puis je ne comprenais pas comment faire ça. Puis la seule chose que j'avais compris à ce moment-là, c'est que ça coûtait très cher faire ça. Puis les fonds, moi, j'avais à peu près pas de subvention comme éditeur encore à ce moment-là parce que j'avais beaucoup de choses à prouver encore. J'avais un catalogue à garnir. Fait que c'était comme une espèce de rêve qui était là, puis qui planait, mais qui ne se passait rien. Fait que je n'ai pas fait de numérique, moi, avant 2016 chez Fonfon parce que je me disais le jour où je vais en faire, mais je vais le faire comme il faut, puis je vais le faire à ma façon, puis je vais en être fière, tu sais. Et là arrive un moment dans ma carrière où je reçois un CV dans ma boîte courriel de Prune Liutier, Prune que plusieurs ici, j'imagine, connaissaient déjà. Donc, Prune qui a une espèce de CV numérique à tout casser, là, qui a tout vu, j'ai l'impression, puis là, qui est en train de faire un doctorat en édition jeunesse numérique et qui, là, cherche des projets et tout. Et là, je me dis, ah, mais mon Dieu, j'ai trouvé. J'ai trouvé quelqu'un qui parle le langage numérique puis qui pourra peut-être m'aider à aller faire ce que moi, j'ai envie de faire, du contenu créatif pour enfants numériques. Donc, ça, c'est le début d'une histoire d'amour. Le Prune, on s'est rencontrés et puis ça a été extraordinaire parce qu'elle avait plein de compétences que moi, je n'avais pas. Puis moi, j'avais du beau contenu qu'elle n'avait pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a réfléchi, on a jasé, on a monté un genre de projet. On s'est dit, OK, bien nous, on va développer des applications interactives sous forme de livres. Fait que c'est comme ça qu'est parti le projet Fonfon Interactif. Mais là, encore faut-il le financer, ce projet-là. Avec Prune, on a pu travailler ensemble parce qu'elle était allée chercher, elle, une bourse mi-taxe qui mettait en lien, ça existe encore d'ailleurs, qui fait des liens avec les universités et les entreprises, le terrain, si on veut. Et puis, on l'a eu, cette bourse-là. Ça fait qu'on a pu avoir Prune dans l'équipe à travailler sur ce projet-là, puis à le développer. On a déposé une demande, nous, au Fonds des médias du Canada. Mais juste là, quand on est dans l'industrie du livre, ce n'est pas un réflexe qu'on a d'aller vers le fond des médias parce qu'on est vraiment plus du côté de la télé et des productions numériques, alors que dans le livre, on a nos habitudes pour aller chercher le financement et tout. Je pense que le fait que j'étais une nouvelle maison, puis que moi, demander au Conseil des arts ou demander au Fonds des médias, pour moi, tout était nouveau de toute façon. Fait qu'on va y aller. Donc, on est allé au Fonds des médias, on a fait une demande. C'est une demande de 295 000 $, un projet qui était au total de 410 000 $. C'était pas rien, c'était énorme. Mais on a déposé ça, puis il y avait un investissement, évidemment, qui était du producteur, donc notre temps était là-dedans. Mais il y avait aussi une boîte de développement web avec qui on travaillait, qui investissait un certain montant en temps et tout. En tout cas, on avait tout un montage financier. On a déposé ça, puis on l'a eu. Genre d'affaires que je ne pensais pas qu'il arriverait. Moi, j'étais sûre qu'on nous dirait non.
Mais on l'a eu, puis ça a été le début d'une très, très, très grande aventure. Fait que moi, mon bateau numérique a parti en fin 2014 quand on a eu le oui. Je me souviens, j'étais en voiture, là, je conduisais, Prune avait appelé, là, inquiétez-vous pas, j'ai le main libre. Puis là, elle m'a dit, on l'a eu. Puis j'ai là, tu me niaises, j'y croyais pas, tu sais, ça se pouvait comme pas qu'on puisse faire ce projet-là. Donc, fin 2014, on a eu le financement et les applications sont sorties 1 an et quelques mois plus tard, là, en 2016, au printemps. Donc, de là est parti ce grand projet qu'est Fonfon Interactif. Je vous le montre ici. Il y a eu tellement de questionnements, il y a eu tellement d'enjeux à tous les niveaux. Donc, premièrement, quel univers on peut partir du livre, là, puis en faire quelque chose sur le web qui fonctionne bien, qui sort bien, qui s'anime bien? Avec quel créateur on peut travailler? C'est ça aussi, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est toutes les questions de propriété intellectuelle. Les droits d'auteur, moi, mes contrats, ils ne prévoyaient pas ça, là, faire des applications. Fait que comment je gère ces droits-là? Ça a été de nombreuses discussions avec les créateurs parce que on dirait que dès que tu es sur Internet, tu as l'impression que tu peux devenir millionnaire. Là, tout le monde s'attend à ce qu'on en vende des millions et des millions. Puis là, ben, tout le monde veut sa juste part, puis je le comprends. Sauf que ce qui arrive, c'est quand on a une production comme ça à 400 000 puis des applications, ça ne se vend pas très cher, il faut que tu en vendes pour de vrai pour que ça marche. T'sais. Fait qu'il y avait toute une question, je dirais, de confiance au départ. T'sais, on avait une entente avec les créateurs, mais c'était de dire, OK, tu sais, oui, c'est possible que ça lève vraiment, vraiment. Puis si ça lève, bien, j'ai vraiment envie que toi aussi, tu puisses en profiter. Tu sais. Mais en même temps, moi, je prends un énorme risque. J'investis. Comment je fais, moi, pour aller au bout de cette affaire-là? Si d'emblée, il faut que je donne tout ce qui rentre en droit d'auteur et tout ça. Fait qu'il y avait des grosses questions. Puis, tu sais, chez Fonfon, nous, on veut toujours respecter le droit d'auteur. On veut toujours donner le plus qu'on peut aux créateurs. Fait que là, c'était de dire, OK, mais comment on peut donner dans un contexte où on ne sait pas combien on va en vendre puis qu'on sait que la production nous coûte une fortune, tu sais. Beaucoup de discussions qu'on a eues comme ça avec les créateurs pour arriver à faire un avenant à nos contrats d'édition qui nous permettait de faire Fonfon Interactif. Dans ces avenants-là, on prévoyait un nouveau cachet pour les illustrateurs parce qu'ils ont dû retravailler, parce qu'à partir de là, quand on a voulu faire de l'animation, il a fallu faire comme une nouvelle commande, si on veut, d'illustration pour pouvoir le faire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là, dans les 3 iPads là, qui sont à l'écran, tu sais, il y a dans Meu ou Gertrude, par exemple, c'est le bouton play, le crée ton histoire. Chaque fois, c'est différent. Le sans narration avec la reine et que ça saute. Donc, il y a eu vraiment une commande au niveau des boutons, si on veut, pour la navigation aussi dans les illustrations. Mais ça, il faut le réfléchir. Il faut y penser, il faut comprendre ce qu'on a de besoin pour la production. Ça a été un très, très, très long chantier. Puis ça a été assez compliqué parce que, après ça, c'est de dire, OK, là, on a un super projet, on a un beau budget. Il est acquis ce projet-là. Fait qu'au départ, c'était les éditions André Fontaine qui détient la marque Fonfon, qui avait déposé au Fonds des médias. Mais rapidement, j'ai réalisé que moi, toute seule, je n'étais pas en mesure de faire vivre ces applications-là sur le long terme. Juste par rapport aux mises à jour qui pourraient être exigées, juste par rapport à l'investissement, dans le fond, récurrent qu'on doit faire pour que tout ça tienne. Donc, rapidement, dans le processus, on a décidé de créer la boîte à Python avec Prune Liutier, dont je vous parlais tantôt, qui était venu vers moi au départ, puis qui est derrière ce projet-là avec moi, mais aussi avec Christian Lebel, qui était, lui, qui est encore directeur technologique chez Acufène, qui est la boîte avec qui on a travaillé les applications. Donc là, on s'est dit, OK, on a comme pris le projet, si on veut, qui était dans Fonfon, puis on s'est créé une coquille à côté, la boîte à Python, puis c'est là-dedans qu'on s'est dit, OK, nous, on va faire du numérique pour enfants, du numérique littéraire, on va essayer d'être dans du numérique intelligent qui stimule les enfants au niveau de la création. Donc, ces 3 applications-là, dans le fond, ça s'appelle Fonfon Interactif, mais ça appartenait, si on veut, à la boîte à Python. Juste ça a de l'air fou, là, mais c'est des semaines là, avec des avocats à organiser ça, à vérifier le financement avec le Fonds des médias, et finalement, si on le fait dans une autre boîte, on est correct. C'est comme si on ne soupçonne pas le nombre d'étapes qu'il y a derrière chacune de ces étapes-là, si on veut. Tu tires un petit quelque chose, puis en dessous de ça, ça en sort une panoplie de tâches à faire. Fait que c'était ça. Quand tu fais quelque chose que tu ne sais pas qu'est-ce que ce sera, ça fait que chaque tâche est infinie. Mais tout ça pour dire qu'on a fini par créer ces applications-là. En 2016, on les a lancées. Puis là, je vais vous montrer, je suis tout le temps bien émotive quand je parle de ça, puis j'ai une petite vidéo ici pour que vous voyez un peu, c'est une genre de vidéo un petit teaser, je vous le montre, puis on en jase après.
gets trapped into a mold. My invaders get into a mold quite snugly. Is my body protected? You old fish, I'll blow these numbskulls. Your starboard. Quick, quick! Off the oddball. Alors, c'était la petite vidéo. À la fin, c'est ma fille. Tu sais, aujourd'hui, elle a 11 ans. Elle est tellement active quand elle fait ça de même. Moi, chaque fois que j'écoute ça, je suis comme « Oh my God, le temps passe ». Si je vous ai montré cette courte vidéo-là, c'est pour que vous voyez l'ampleur des gens derrière. Tu sais. Il y a tellement de monde qui a travaillé à ça. Tu sais, on a vu un compositeur de musique, on a vu des comédiens qui ont fait la narration, on a vu une partie de ce qui se passait au studio à QFN. Mais je veux dire, il y a tellement, tellement de monde qui était là, trouver les comédiens, composer la musique, mais aussi réfléchir à c'était quoi cette affaire-là, tu sais, comment on allait le développer. Puis il y a eu 1000 choix à faire tout au long du processus, 1000 deuils aussi. Au départ, on avait développé iOS, Android, parce qu'on se disait on veut rejoindre le plus de monde possible, tu sais. Puis quand on les a lancés, c'était comme ça. Puis rapidement, on a retiré notre version Android parce qu'il y a tellement de tablettes possibles Android qu'on n'arrivait pas à faire fonctionner bien les applications sur tous les types de tablettes. Donc, il y a eu plein de complications après ça. T'sais. Donc, on s'est dit, OK, ben, on va tirer la plug sur Android. Donc, on a gardé seulement sur iOS, donc dans l'environnement Apple. Après ça, l'autre affaire, c'est que nous, on avait développé pour tablette. C'était aussi une décision qu'on avait dû prendre parce qu'on avait réfléchi, OK, on le fait pour téléphone aussi, mais on se disait l'expérience sur téléphone n'était pas agréable. C'est quand même un livre, c'est écrit tout petit, puis faire manipuler, c'était pas l'idéal. Donc, ça aussi, c'est un choix qu'on a dû faire, que d'y aller juste pour tablette. Mais chaque fois que tu prends une décision comme celle-là, tu te coupes du public, puis c'est ça qui est problématique, puis c'est ça qui fait qu'à la fin, ben, finalement, ton projet ne marche peut-être pas tant que ça parce que tu n'as pas réussi à rejoindre toutes les personnes que tu voulais rejoindre. T'sais. Mais une chose qu'on a faite, c'est on l'a fait en anglais et français parce qu'on se disait, ben là, pour une fois, on fait du numérique, on peut aller à l'international, donc au moins, on l'aura en français et en anglais. Donc là, on va juste traverser une des applications sous slide là, comme ça parce qu'on n'est pas dans une tablette. Mais elles sont toujours disponibles, ces applications-là, sur l'App Store. On continue à en vendre très peu, mais toujours un peu, ce qui est étrange. Je ne sais pas qui va les chercher, où est-ce qu'ils en ont entendu parler. Peut-être après aujourd'hui, j'en vendrai une, qui sait. Tout ça pour dire que, vous voyez ici, l'entrée, on a un choix de langue, donc anglais ou français. Et là, on a un choix, est-ce qu'on va lire l'histoire, l'espèce de gros bouton play, ou est-ce qu'on va créer l'histoire? Puis ça, c'était vraiment l'aspect créatif dont je vous parlais tantôt qui est important chez Fonfon. On va le visiter un petit peu plus tard. Mais si je choisis l'entrée pour aller dans l'histoire, bien là, j'ai un choix. Est-ce que je me la fais raconter ou non, je veux jouer la paix puis je veux le lire à mon rythme moi-même. Donc, sans ou avec narration. Et là, bien, quand on est dans l'histoire, bien, c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup, évidemment, de travail qui a été fait parce qu'il y a des animations là-dedans. Donc, si je touche, par exemple, aux petites pommes, elles peuvent tomber. Puis, il y a aussi un ver de terre qui est caché dans une des pommes. Fait que si je clique dessus, le ver de terre, il sort, puis il se promène d'une pomme à l'autre. Et puis, il y a le petit veau qui pleure. Et là, le texte, lui, au fur et à mesure qu'il se lit, il se surligne. On appelle ça la fonction karaoké. Donc, à travers chacune des pages comme ça, il y a eu des animations qui ont été réfléchies pour alimenter l'histoire, pour l'agrémenter, mais on ne voulait pas non plus tomber trop dans le gadget. Puis c'est ça le danger, quand tu es dans le jeunesse, tu ne veux pas perdre l'enfant dans l'histoire. Donc, c'est de saupoudrer, si on veut, des éléments intéressants sans complètement perdre le fil de l'histoire. Une idée qu'on avait eue aussi à travers l'histoire, c'est qu'il y a un petit panier juste en bas. Puis dans le fond, dans ce panier-là, on peut ramasser des éléments. Donc, par exemple, si je clique sur la petite pomme avec le ver de terre, si je clique dessus, elle grossit comme ça, mon panier grossit aussi. Et là, je peux la mettre dans mon panier. Et dans mon panier, ce sont des éléments que j'avais à trouver à travers toute mon histoire. Donc, c'est une façon, si on veut, de garder l'enfant alerte, puis il sait, OK, il y a une genre de truc à trouver et tout. Donc, tout au cours de son histoire, bien, il y a des éléments comme ça qu'il cherche, puis qui peuvent lui servir plus tard dans l'atelier de création. Sinon, il y avait aussi un menu déroulant où on peut carrément aller à sa page là, si on veut naviguer autrement dans l'histoire. Sinon, on pouvait naviguer par les flèches de côté. Et là, il y avait toutes sortes de petits jeux aussi, comme dans la page où on parle que le petit veau fait le petit bouton fait des bêtises. Bon, on pouvait
si on veut raser là, la maman mouton, puis là, ben, c'est tout le poil tombe, puis ça fait un petit bruit, puis là, ça part à rire après. Donc, c'est des éléments qui font partie de l'histoire, mais qui ajoutaient un petit plus, si on veut. Cette page-là, on l'aimait beaucoup parce que quand on clique, vous voyez le bœuf, il y a un gros caca à côté de lui, donc tous les animaux font caca ici, là. Donc ça, je pense que c'est le highlight de tous les enfants, hein, cette page-là. Sauf la licorne et la tête des fleurs, mais toutes les autres, c'est des petites crottes. Fait que, avec des bruits, évidemment. Fait que, tu sais, on s'est vraiment éclaté en faisant ça. C'est du livre pour enfants, mais qui nous permet d'aller plus loin que quand tu es juste dans le papier. Donc, c'est le genre d'affaires qu'on a faites à travers l'histoire. Donc, ça vous montre un peu le type de fonctionnalité puis d'animation qu'on a ajouté. Et là, je reviens à la page d'accueil parce que je vais vous montrer l'atelier de création. Donc, si je clique sur le petit panier, je me retrouve dans une bibliothèque où je peux créer des histoires. Et là, on offre à l'enfant l'univers du livre. Donc, on est devant une page blanche, comme n'importe quelle création qui commence. Et puis là, en bas, il y a tous les petits onglets où finalement, ben, on va choisir, on va sélectionner ses visuels pour construire sa propre histoire. Donc, si je clique sur le petit arbre, ben là, j'ai des choix de décors. Et ce sont des décors qui appartiennent à l'histoire. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est, une fois que tu as lu l'histoire, que tu t'en es imprégné, ben toi, qu'est-ce que tu as envie de raconter à partir de cet univers-là, si on veut, tu sais. Donc, puis d'ailleurs, une petite grande parenthèse, on avait travaillé aussi, comme Prune était à l'UQAM là, pour son doctorat, on a travaillé avec la chaire de recherche en littératie médiatique multimodale. Puis avec eux, on a beaucoup réfléchi à tout cet aspect-là de création. Il y avait des termes très scientifiques qui parlaient de transfiction. Donc, la transfictionnalité, c'est quand un enfant découvre un univers, puis après ça, qu'il se l'approprie, puis qu'il le recrée à partir de là. Tu sais, un enfant qui écoute Superman, puis après ça, qui se prend pour Superman, ben c'est la même chose ici. On a lu Meu et Gertrude, on a aimé l'univers, puis là, ben, on veut le réutiliser pour créer ses propres histoires. Donc, c'est tout sur des concepts comme ça qu'on s'est basé. Ben, en fait, on avait des idées, puis après ça, la science a expliqué qu'est-ce qu'on faisait. C'est quand même intéressant de voir qu'on ne faisait pas tant n'importe quoi, finalement. Donc, ici, c'est des choix de décors. Après ça, ben, des choix de personnages. Fait que, tout ça, ça a dû être des commandes d'illustration, ressortir les personnages de où est-ce qu'ils étaient, puis le bonifier un petit peu aussi. Ici, j'ai mon panier. Donc, on voit que tantôt, j'avais ramassé, par exemple, la petite pomme, mais je n'ai pas les autres éléments. Donc, moi, ce lien-là de panier me permettait de faire le lien entre mon histoire et mon atelier de création. Comme ça, un enfant qui arrive ici fait comme « Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais je retourne dans mon histoire recueillir tous les petits éléments que j'ai pas ramassés au fil de l'histoire. » Donc, dans ce cas-là, ben, on a juste la pomme, par exemple, dans ce cadre-ci, mais si on va toutes les chercher, on a accès à tous ces éléments supplémentaires. Et là, ce que les enfants, je pense, préféraient vraiment de loin le plus, c'est s'enregistrer. Parce que là, dans le fond, ils peuvent enregistrer leur propre voix pour raconter leur histoire. Puis ce qui est intéressant avec l'élément d'enregistrement de la voix, c'est qu'un enfant qui n'écrit pas, ben, il peut quand même faire son histoire, il peut quand même la raconter. C'était très facile de navigation. Donc, on s'est retrouvés avec des enfants tout petits qui créaient leurs propres histoires. Il y a aussi la fonction, évidemment, d'écrire son texte. Et là, ben, il y a de toutes sortes. Hein. Il y en avait qui disaient exactement la même chose qu'ils avaient écrit, puis que c'était très, très sérieux comme démarche. D'autres que ça se répondait presque. D'autres que c'était que du texte, pas de voix. Donc, ça laisse plein de possibilités, si on veut, au niveau de la création. Et là, ben, à la fin, on publie. Donc, ça, c'est une page qui aurait été faite, par exemple. Donc, il était une fois. J'ai ma petite trame sonore, là aussi, pour la narration que j'ai enregistrée. Et là, ben, après ça, si je suis satisfaite, ben, je peux faire plus puis faire plusieurs pages. On pouvait faire jusqu'à une dizaine de pages. Et quand je suis satisfaite, ben, je peux publier mon livre. Là, il y a un bouton pour ça tout en haut. Ah, voilà. Donc, quand je publie mon livre, je pensais que je l'avais mis la slide, mais quand je publie mon livre, ça s'en va dans ma bibliothèque. Puis là, dans ma bibliothèque, je fais une couverture avec mon livre, je marque mon nom d'auteur. Puis là, ben, dans le fond, je peux garder jusqu'à 5 histoires directement dans l'application. Fait que ça, c'était nos... en fait, ça a été ma première grande expérience en production numérique. Fonds interactif, ça a bien fonctionné au niveau de ce que je viens de vous montrer. La production, tout ça s'est vraiment bien passé. Ça a été le fun, on est fiers de ce qu'on a créé. Le problème qu'on a eu, c'est la mise en marché. Puis je suis contente parce que tantôt, dans la deuxième partie de la conférence, là, ce sera sur la découvrabilité. Puis moi, je vais écouter beaucoup ce qui va se dire là parce que les expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant, elles n'ont jamais été concluantes au niveau de la vente de livres. Fait qu'il y a eu plein d'enjeux qu'on s'est retrouvés à rencontrer quand on a voulu mettre ça en marché. Moi, le livre, j'ai beaucoup fait mon chemin à travers les salons du livre. Tu sais, il y a 9 salons du livre au Québec, je faisais la tournée des salons. Puis là, ben, je rencontrais les lecteurs. On vendait des livres, il y avait des transactions qui se passaient. Fait que moi, je me disais, OK, ben, quand on va arriver avec le numérique, on avait une tablette dans le stand, on avait une télé pour projeter l'application et tout. Fait que là, je me disais, bon, ben, ça va être une façon de promouvoir ces livres-là.
Fait qu'on s'est retrouvés en salon du livre avec des gens, des familles qui tripaient sur les applications, des enfants qui ne voulaient plus quitter le stand, genre des enfants en pleurs, là, qui voulaient écrire une histoire, les parents qui n'en revenaient pas, que c'est donc bien extraordinaire. Tu sais, mon enfant écrit une histoire, d'habitude, il n'aime pas ça, c'est donc bien fou ces applications-là, je veux l'acheter. Donc, on s'est retrouvés comme ça avec des gens qui étaient vraiment, vraiment intéressés à notre produit. Puis finalement, à la fin d'un salon du livre, ben, on n'en vendait pas. On en vendait peut-être 1 ou 2 ou 3. Mais honnêtement, il y avait eu des centaines de personnes qui nous avaient dit être impressionnées puis vouloir acquérir les applications. Fait que déjà là, ça a été quand même un coup dur, je vous dirais, parce que entre ce que les gens disaient puis le passage à l'achat, si on veut, ben, il ne se passait rien. Fait que ça a été quand même un constat assez difficile à faire. On avait fait beaucoup de relations de presse, on avait fait un immense lancement. Donc, les gens en ont parlé beaucoup des applications, mais ça ne se traduisait pas en achat. Puis c'est là que j'ai compris que vendre du numérique, ben, c'est vraiment plus compliqué qu'on pense. On avait rencontré les libraires.ca, les LIC, pour essayer de voir y a-t-il des choses qu'on peut faire avec eux. On avait parlé avec Apple aussi parce qu'on se disait, ça serait intéressant, quelqu'un qui achète le livre papier, qui puisse avoir un lien vers le livre, l'application, qui est son équivalent, mais bonifié de façon numérique. C'était pas possible. Est-ce qu'on peut vendre juste des petites cartes? Je me dis, en librairie, si tu fais acheter une carte Meu et Gertrude, l'application, mais là, encore là, avec Apple, on ne pouvait pas faire une carte qui menait directement à un produit. Puis là, si on n'avait plus, Apple aurait pris son 30 %. Puis là, moi, la carte, elle aurait été distribuée par mon distributeur qui prend 17 %, puis là, la librairie prend 40 %, puis à la fin, mais finalement, il ne serait rien resté. Fait qu'on a essayé tellement d'affaires, on a parlé avec tellement de monde, puis c'est comme si c'est là que j'ai réalisé que, dans le fond, l'espèce de chaîne de livre, la chaîne du livre qu'on connaît, ne pouvait pas me servir. Puis là, je me suis dit, ça ne marche pas. Comment je fais pour rejoindre mon public? Avec Fonfon, j'ai un public, quand je gère des livres, je sais que je vais en vendre une certaine quantité, c'est prévisible, je peux avoir une idée de ce qui s'en vient. Les applications, c'est comme si ce chemin-là que j'avais déjà tracé, que je pensais pouvoir utiliser, ça s'est avéré être comme vraiment pas une option. Donc, ça a été, fait qu'on a fait des ventes, mais on se disait, hey, si les écoles se mettent à acheter ça, là, ça va vendre en quantité. Là, ce qu'on a compris, c'est que les écoles, ils n'ont pas toutes des iPads, puis ceux qui en ont, ils ne savent pas où acheter ça. Mais là, je prends ça dans quel budget? Oui, mais là, si je veux le projeter, comment je fais? Là, je n'ai pas le fil. Et là, j'ai compris que faire du numérique, c'est vraiment plus compliqué que du livre, dans le sens que, le livre papier, là, c'est un objet, tu achètes l'objet, tu l'as, puis tu en fais ce que tu veux, Mais le livre numérique, là, c'est comme, tu essaies de l'attraper, puis ça ne marche pas, Fait que c'est dommage parce que ces applications-là, j'y crois vraiment beaucoup encore. Puis j'ai jamais réussi à les amener quelque part. Puis après ça, c'est qu'à un moment donné, c'est quoi le niveau d'énergie que tu investis? C'est ça la question aussi. Là. C'est beau, là, mais quand est-ce que ça devient de l'acharnement, si on veut? Fait que je pense que j'ai fini de m'acharner. Honnêtement, je suis comme, elles sont vivantes. Je suis tout le temps fière d'en parler parce que je pense que c'est une expérience qui est intéressante pour les enfants parce que tu as un côté littéraire, tu as un côté créatif. Moi, je suis super fière de ça. Mais là, après ça, je ne peux pas les enfoncer dans la gorge à personne. Puis, si personne n'a d'iPad, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un peu ça le problème. Là. Fait que c'est comme si les choix qu'on a fait tout au long de la prod nous ont mené finalement à une mise en marché qui est limitée par les choix qui ont été faits en développement. Puis ça, c'est un grand problème dans le numérique parce que tu te confines à un format, puis ce format-là vient avec plein de restrictions, puis vient avec des limitations. Puis, des fois, quand tu fais tes choix à travers ta production, tu ne réalises pas où ça va te mener, puis que ça va te nuire dans ta mise en marché. Fait que c'est comme si ces applications-là, elles ont eu, en fait, elles ont eu une super reconnaissance des pairs. Là, on avait gagné plein de prix avec ça. Je ne sais même plus lesquels, des prix Boomerang, prix Numix, on avait prix de livres enrichis de l'ambassade de France. On a gagné plein de prix, mais ça ne s'est jamais traduit en vente. Puis le problème, c'est si tu ne vends pas, comment tu recommences une production de cette ampleur-là? Fait que c'est comme si c'est comme mort de sa belle mort, même si c'est pas mort, parce qu'on peut encore les acheter, mais c'est pas quelque chose que je peux soutenir à l'infini, Mais c'est quelque chose dont je suis très, très, très fière quand même. Fait que ça, puis une autre affaire, c'est vrai que je voulais vous dire, c'est la stratégie de prix, parce qu'au départ, quand on les avait mis en marché, moi, si je vends un livre papier, l'équivalent de ça en papier, il se vend 19,95 $, puis les gens sont vraiment prêts à payer pour ça, puis ils l'achètent, puis ils sont contents, Là, si tu achètes un livre numérique, mettons homothétique, le fameux PDF là, que les éditeurs font en général, ça va souvent être à, mettons, 75 % du prix papier, peut-être même un peu plus bas, mais rarement plus bas que ça. Fait que si lui est 20 $ papier, il se retrouve à peu près à 15 $ si on veut le PDF, qui ne se passe rien. Là, on s'entend que produire un PDF, ce n'est pas coûteux, ce n'est pas ça qui est difficile. Mais là, quand tu es dans l'environnement du App Store,
tu peux difficilement vendre une histoire 15 parce que la moitié des affaires sont gratuites, puis l'autre moitié, ben, coûte en bas de 5 tu sais. Fait que c'est vraiment compliqué pour nous, tu sais, de fixer le bon prix. Fait qu'au départ, quand on les a lancées, les applications, on les a vendues, on les mettait 5,49 chacune. Fait que là, on se disait, c'est quand même raisonnable, on s'entend, c'est beaucoup moins cher qu'un PDF que tu achèterais pour lequel tu n'as pas vraiment d'expérience, là, tu sais. Fait qu'on était assez convaincus de ça, puis quand on a réalisé que ça ne vendait pas, parce que ça ne vendait pas, on en a vendu quelques centaines au début, mais tu sais, à comparer à ce que ça a coûté à produire, ça n'a aucun sens. Fait que là, on a réalisé que ça ne vendait pas tant que ça, on s'est dit, OK, ben on va jouer le jeu. Là, on est sur l'App Store, ben, on va y aller avec un prix qui est compétitif. Fait qu'on les a toutes baissés à 3,99, puis on a fait un package à 3 pour 9,99, donc pour les 3. Fait que là, on se dit, hey, là, on va en vendre, ça va être fou. Puis finalement, ça n'a comme rien changé. Fait qu'il n'y en a pas de stratégie de prix, ou en tout cas, il y en a une, puis je ne l'ai pas compris, là, mais c'est comme, tu sais, est-ce que dans le fond, jour 1, si je l'avais vendu 15 sur l'App Store, j'en aurais vendu la même quantité? Tu sais, peut-être, je ne sais pas. Mais je n'aurai jamais la réponse à ça. La seule réponse que j'ai, c'est pas parce qu'on a baissé le prix que ça s'est mis à vendre plus. Mais en tout cas, tu sais, Mané, t'essayes, puis parce que tu veux en vendre, puis tu veux surtout que ça serve. T'sais, on ne peut pas avoir fait tout ça pour que personne joue avec. C'est absurde quand même. Mais en tout cas, c'est un peu ça qui arrive pareil. Fait que c'est ça. Fait que la stratégie de prix, c'est quand même un gros enjeu. C'est un enjeu que j'ai encore aujourd'hui sur d'autres projets là, que je vais vous présenter après. Oh, pardon, là, ça avance pas. Voilà. Club des créatures mystérieuses. Là, ce qu'il ne faut pas oublier dans toute cette belle histoire-là, c'est que nous, on avait créé une boîte à côté qui s'appelle la boîte à Python. Puis l'idée, c'était de produire des expériences numériques pour enfants. Puis là, ben, ce qu'il fallait, c'était l'alimenter, cette nouvelle boîte-là. Tu ne peux pas juste faire une production puis dire, bon, ben c'est dans la poche, puis surtout qu'elle n'était pas dans la poche du tout. Fait que, finalement, il fallait comme alimenter avec quelque chose d'autre. On est allé chercher, encore une fois, au Fonds des médias du Canada, mais cette fois-ci, c'était dans le fonds coproduction. Le premier projet qu'on a fait, c'était dans le fonds expérimental. Là, on est allé en coproduction. Il y avait un fonds spécial avec la Nouvelle-Zélande, comme s'il y a des pays qui s'entendent, qui offrent des coproductions pour comme, aider la production entre les deux pays. Fait que c'était NZ on Air, qui est comme l'équivalent du fonds des médias, mais en Nouvelle-Zélande. Fait qu'on avait trouvé une boîte qui s'appelle Yuzubook, qui faisait du livre pour enfants numérique et tout ça. Puis là, on voyait qu'il y avait des affinités avec ce que nous, on faisait, ce qu'on avait envie de faire. Fait qu'il s'appelait Julian chez Yuzubook, on l'a contacté, puis on s'est dit, OK, bon, on dépose ensemble un projet. Fait que ça a été de brainstormer avec quelqu'un en Nouvelle-Zélande qui parle anglais. Tu sais, il y a beaucoup déjà de barrières quand même. Là, je ne sais pas si vous le savez, mais le décalage avec la Nouvelle-Zélande, ça ne fait pas des super horaires. C'était assez compliqué à gérer ça à la base. Puis la question de la langue aussi, qui est quand même un peu une barrière. Mais on a brainstormé, on a réfléchi, puis on a déposé ensemble un projet dans ces fonds-là qui s'appelle le Club des créatures mystérieuses. Ce qui est le fun avec les fonds de coproduction, c'est que le projet, ben, il doit être gratuit à la fin. Vu qu'il est financé, ben, eux, ils veulent vraiment qu'il soit offert gratuitement. Puis là, ben, moi, c'était l'affaire que j'avais envie de tester. Après mes beaux échecs de stratégie de prix, je me disais, bon, là, ça va être gratuit, là, ça va être fou, ça va lever, là, tout le monde va aller consulter ça. Il n'y a pas de raison, il n'y a plus de barrière. Donc, je m'attendais à ce que ce soit quand même assez différent au niveau des usages. C'est quelque chose qu'on avait réfléchi en 3 sections aussi, en 3 entrées. Fait que je me disais, encore là, on va être capable de rejoindre assez largement les gens. Donc, je vais vous montrer la première entrée dans cet univers-là. C'est un site web expérientiel. Là, je pense que si je clique, je vais être capable de vous le montrer. Parce que est-ce que vous voyez le site web? Oui, OK, merveilleux. Là, il y a une musique, là, mais c'est un peu tannant, je ne la mettrai pas vu que je parle en même temps. Fait que là, on se retrouve dans un monde, notre monde du Club des créatures mystérieuses. Donc, le concept de cette affaire-là, c'est un club d'enfants qui s'intéresse aux espèces de créatures mythiques, là, le Yeti et compagnie, mais à travers le globe. Fait qu'on le voulait comme on est plus dans le documentaire cette fois-ci, mais encore pour enfants. Et une des entrées dans ce monde-là, c'est cette expérience web-là. Donc là, ben, ils se présentent à nous, ils sont membres certifiés, eux, du club. Et là, on peut les accompagner à travers leur recherche de créatures mystérieuses. Donc, tu choisis le personnage avec qui tu veux jouer, Emma ou Alex. On va y aller avec Alex. Et là, ben, on se retrouve sur la Terre. Puis là, ben, on peut naviguer à partir des flèches comme ça. Ah ben là, la musique, est-ce que vous l'entendez? La petite musique. C'est Louis-Philippe Kennel qui avait écrit ça. Fait que je me promène comme ça, puis là, ben, je dois chercher... Ah, fait que là, ici, vous voyez, il se passe quelque chose ici. Fait que là, quand j'arrive ici...
Alors, je viens de trouver Nessie. Et là, j'en apprends un petit peu plus sur elle. Donc, il y a une description de la créature, les caractéristiques qu'elle a, où est-ce qu'elle est sur le globe, donc dans quel pays on la retrouve. Et un petit fait surprenant sur le personnage. Donc, je pense qu'on peut sûrement arrêter cette affaire-là parce que la musique, c'est un peu tannant. Voilà. OK, je vous reprends. Tout ça pour dire que ce site web-là, ben finalement, c'est comme du documentaire, mais plutôt que de tourner les pages et d'en apprendre sur les créatures, ben tu te promènes sur un globe, il y a quelque chose qui se passe physiquement avec ton personnage, puis là, ben, tu vas découvrir chacune des créatures, puis tu dois un peu comme les collectionner. L'idée, c'est de trouver toutes les créatures dans ce monde-là. Ça a l'air de rien, mais ça aussi, ça a été énormément de travail parce qu'il a fallu faire de la recherche, il a fallu trouver les créatures, il a fallu trouver une espèce d'équilibre entre les sortes de créatures, entre les pays. Ça a été vraiment un gros projet au niveau de la recherche parce que c'est carrément de la création de contenu parce que cette fois-ci, on ne partait pas de livres déjà existants. C'était vraiment une création web qui était pure. Là. On partait de zéro finalement. Donc ça, c'était le côté site web expérientiel qui est encore en ligne, qui est gratuit. Mais là, je n'ai même plus les entrées. C'est ça qui est fou quand tu fais une coproduction. Celui qui a les données de ça, c'est Julian en Nouvelle-Zélande. Puis j'avoue, ça fait longtemps que j'ai eu de ces nouvelles. Oups. Ensuite de ça, dans le même univers, si on veut, là, on avait l'expérience web, mais on voulait aussi s'amuser en réalité augmentée. Donc, on se disait, parce qu'il y a une quête, il y a quelque chose de vivre une aventure, si on veut, quand on parle de créatures mystérieuses. Donc, on avait créé des espèces de symboles, si on veut, à scanner, puis quand tu passais ton téléphone avec l'application dessus, bien là, tu pouvais voir la créature apparaître, puis la capturer, puis après ça, avoir comme toutes les créatures prises en photo, si on veut, dans ton application de réalité augmentée. J'ai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je veux dire là, avec la cible, qu'est-ce qui se passe. Alors voilà, donc quand on voyait la cible, on passe avec le téléphone avec son application ouverte, téléphone, tablette, et puis là, la créature apparaît, et puis on peut la prendre en photo, puis là, on pouvait collectionner comme ça les créatures à travers une expérience terrain. Donc, on peut faire une espèce de chasse au trésor créature, si on veut, en vrai, puis ça, c'était dans nos envies aussi, d'être capable d'amener les jeunes à jouer dehors grâce au numérique. Fait que c'était vraiment quelque chose auquel on croyait. Puis là, on se disait encore une fois, là, les écoles, ils risquent d'embarquer là-dedans, ça va les intéresser. Il y a comme quelque chose de faire bouger les enfants. C'est comme du documentaire, puis il y a une partie où tu en apprends sur les pays parce que tu te promènes à travers le monde. Fait qu'on se dit, là, ça va vraiment bien marcher dans les écoles. Puis en plus, la troisième entrée dans ce monde-là, c'était 2 livres interactifs. Une histoire qui se passe au Canada, puis une qui se passe en Nouvelle-Zélande. Puis là, c'est autour des créatures qu'on découvre. Il y en a 2, celle qui est du Canada et celle qui est de la Nouvelle-Zélande, qui ont été choisies pour faire des histoires. Donc, c'est Julian, lui, en Nouvelle-Zélande, qui a écrit son histoire. Puis nous, ici, c'est Alain Bergeron, qui est un super auteur jeunesse, là, qui est bien reconnu, qui a travaillé avec nous pour écrire l'histoire du Caddy, le Cadborosaurus wilsi, je pense qu'il s'appelle, une affaire de même. Tu sais, imaginez, c'était pas drôle, je m'en souviens plus. Ça fait juste 3 ans, puis on en oublie des bouts. Donc, ces 2 livres-là sont gratuits, sont pour tablette. Ils sont un petit peu sous le format fond-fond, pas au niveau de l'espace de création, mais plus au niveau de la navigation, page par page, et petites animations, un petit peu moins complexe que ce qu'on avait fait avec fond-fond, mais quand même. Puis, c'est vraiment une histoire, musique, narration et tout. Ces 2 livres-là étaient gratuits. Donc, tout était gratuit dans cette expérience-là. Puis nous, on se dit, j'imagine qu'à partir de là, les gens vont y aller, vont les consulter. Puis encore une fois, on n'a pas eu des grandes statistiques. On n'a pas eu oui, il y a eu des visites sur le site et tout, mais rien à la hauteur de ce qu'on espérait. Fait que c'est comme si cette expérience-là, pour nous, ça nous a permis d'apprendre que finalement, même quand c'est gratuit, c'est pas plus facile nécessairement. C'est fou, hein? Mais ça que c'est venu un petit peu donner cette réponse-là que je me posais. Fait qu'après ça, la vraie question, c'est comment on fait pour lancer des produits numériques, des projets numériques, puis qui se rendent au lecteur. Parce que visiblement, ce n'est pas le prix qui est problématique, c'est peut-être que les gens n'y vont pas ou ils n'en ont pas entendu parler, mais comment on fait pour faire la promotion de quelque chose qui ne se touche pas, qu'on ne peut pas mettre en magasin? Puis honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse à ces questions-là. Je me les pose encore parce que je suis encore confrontée à ça sur d'autres projets, puis
J'ai très hâte d'entendre les dames qui vont suivre tantôt parce que je me dis peut-être que je vais pouvoir prendre des petites notes de ce qu'elles vont me dire. Fond audio. Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup moins complexe. Quand vous êtes connecté tantôt, là, au début de la présentation, il y en avait un qui jouait, c'était La soupe aux allumettes là, qu'on a lancé hier. Un livre de Patrice Michaud, illustré par Guillaume Perrault. Puis là, ben, quand on est dans l'audio, ben, les illustrations ne sont pas là. Mais évidemment, je crédite toujours l'illustrateur quand même parce qu'on utilise la couverture du livre papier. Fait que je trouve que c'est important d'être capable de référer au créateur, à l'illustrateur, même s'il n'est pas tant dans le projet finalement. Alors, Fond audio, nous, on avait fait, pour le pur plaisir de produire un livre audio en 2018, Anatole qui ne séchait jamais, parce qu'il est lu... Excusez-moi. Juste un instant, s'il te plaît. Bon, excusez, il y a quelqu'un au bureau aujourd'hui. Je vais entendre... Je suis pas capable de faire le son. Ça pour dire qu'Anatole qui ne séchait jamais, c'est Stéphanie Boulay qui a écrit ce livre-là. Et puis, quand elle l'a lu, nous, quand on travaille un livre papier, il y a toujours un moment où l'auteur nous lit son texte, puis l'illustrateur prend des notes, puis on jase de comment tout ça va se déployer en livre papier. Et puis, ben, Stéphanie, quand elle a lu son texte, moi, j'avais des frissons parce que cette fille-là a une voix, c'est la chanteuse Stéphanie Boulay, puis là, elle a un grain dans la voix, puis là, je me dis, mais mon Dieu, il faut que tout le monde entende Stéphanie lire son histoire. Fait qu'à ce moment-là, on a décidé de produire Anatole qui ne séchait jamais en format audio. C'est Claude Pelgag qui fait la musique, c'est extraordinaire. Puis ça, on l'a produit nous-mêmes chez Fonfon parce qu'on voulait le faire. Puis on se dit, ah, mais tu sais, ça va marcher parce que, tu sais, il y a quand même, tu sais, c'est Stéphanie Boulay, puis tu sais, c'est pas si cher, on le vend à 7,99. Fait que, tu sais, je veux dire, les gens sont prêts à payer 24 $ pour le livre, donc ils vont pouvoir, tu sais, puis ils se font raconter l'histoire par Stéphanie et tout. Fait qu'une autre affaire qui n'a pas marché, on n'a presque pas vendu de celui-là non plus. Fait que sûrement qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mise en marché, là, honnêtement. Mais c'est que, encore une fois, c'est comme si... Tu sais, je ne pense pas que les libraires en librairie vont penser à recommander le livre audio parce qu'ils vont recommander ce qu'ils ont en stock en magasin, tu sais, même si ça passe sur leslibraires.ca. Tu sais, là, je me disais, hey, on est enfin dans la chaîne du livre. Là. Tu sais, moi, je dépose sur Demarque, puis là, par Demarque, je peux vendre dans les librairies sur leslibraires.ca. Fait que là, ça va être plus facile. Puis les libraires, c'est un produit sur lequel ils font des sous. Fait que là, ils vont peut-être plus le recommander et tout. Puis, tu sais, finalement, je pense que les libraires sont dans le jus, puis surtout avec la pandémie aujourd'hui, je veux dire, tout le monde est comme dépassé. Fait que c'est pas comme quelque chose encore qui recommande tant que ça le livre audio. Fait que moi, mon premier essai en audio, ben, c'est Anatole, plus ou moins concluant. Au niveau de la production, encore une fois, je suis super fière. Encore une fois, je pense qu'on a fait quelque chose de qualité, mais encore une fois, ça ne se rend pas. Si on a fait tous les autres que vous voyez là, ici à l'écran jusqu'à maintenant, c'est parce que là, il y a un financement qui vient du Fonds du livre du Canada qui est lié au Fonds pour l'accessibilité. Parce que dans le fond, le livre audio, ben, c'est une façon de rendre le livre accessible à certaines clientèles qui ont de la difficulté avec la lecture des imprimés, par exemple. Donc, grâce à ça, ben, là, on est capable d'aller chercher des sous pour en produire. Et là, c'est sûr que la musicienne que je suis, ben là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler le livre audio. J'aime ça réfléchir à l'aspect musical, un peu comme on réfléchit aux illustrations par rapport au texte. Comment traduire ce qu'il y a dans les illustrations en musique? Comment le faire grâce à des effets sonores, sans nécessairement tout retravailler le texte? Fait qu'il y a des livres, par exemple, comme Pète et répète, ici que vous voyez, celui-ci, on a pu garder le texte intégral parce que c'est vraiment une histoire qui est racontée. Donc, je peux enlever les illustrations. Après ça, amener le côté humoristique par la musique, par des effets sonores, mais je ne suis pas obligée de rebouger la narration parce que le texte en soi est suffisant. Mais par contre, La soupe aux allumettes, ben, c'est presque une BD. C'est un mi-chemin BD et album illustré. Comment je fais parce qu'il y a plein de trucs dans les cases qui se passent, ou des fois, il y a une double page avec juste comme un mot qui est un punch, puis il n'y a rien d'autre. Alors, quand je me retrouve en audio, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, il y a comme toute une question qui se pose à cet endroit-là. Fait que j'ai travaillé avec Frédéric Wolff, qui est un auteur de la maison pour certains titres, mais qui est aussi scénariste télé dans vie. Ça, c'est vraiment pratique. Fait que j'ai donné à Frédéric le mandat avec La soupe aux allumettes, par exemple, de faire, OK, ben on part de ça, là, mais comment je fais pour qu'en audio, ça fonctionne? Fait que lui, il a repunché le texte, il y a des mises en contexte qui sont faites, mais il ne faut pas que ce soit comme... En tout cas, moi, ma vision, c'est que je n'ai pas envie qu'on nomme ici, normalement, dans l'illustration, il y a ci, ça. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est faire vivre une expérience à l'enfant qui soit adaptée au médium qui est utilisé. Fait qu'il y a tout un travail qui est quand même colossal de repasser dans le texte pour s'assurer qu'il soit compréhensible sans les illustrations. Puis après ça, tout un mandat qui est donné aux compositeurs de musique, mais aussi au centre d'effects, au centre design, parce que le sound design, ben, quand le dragon approche, si ce n'est pas dit, mais qu'on entend les bruits de pas, mais ça va faire la job, tu sais. Sauf qu'il faut y réfléchir à ça, il faut savoir où les placer.
Fait qu'il y a certains titres qui se sont faits assez facilement, tu sais, au niveau de l'audio, mais d'autres qui ont demandé une grosse adaptation, tu sais. Fait que c'est plus la soupe aux allumettes, le livre papier. Si tu l'ouvres, tu sais, oui, c'est la même histoire, mais tu ne vas pas lire là, la même chose. Tu sais, ce qui est dit n'est pas du tout ce qui est écrit ou en partie, mais en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup changé. Fait que tout ça, c'est énormément de travail. Et encore là, la stratégie de prix. Parce que là, nous, on s'est dit, OK, comment ça vaut ça? Tu sais, puis là, on est dans le milieu du livre, on est dans l'industrie du livre. Fait que, est-ce que c'est différent? Puis là, je me suis mis à regarder ce que le monde fait. Il y en a qui vendent les livres audio le même prix que le livre papier. Et il y en a qui le vendent un peu moins cher. Puis là, je me disais, OK, tu sais, moi, là, quand est-ce que j'achète pour écouter une toune, mettons? Tu sais, on est tous abonnés à quelque chose aujourd'hui, puis c'est là qu'on... Tu sais, rarement, on va acheter un album de musique et tout. Puis je me dis, puis quand tu achètes une toune, elle coûte combien, la toune que tu achètes? Tu sais, elle coûte 1,29, mettons. Fait que là, je suis comme, comment je peux, moi, arriver avec Pète et répète qui dure 7 minutes, puis vendre ça 20 $? Ça fait aucun sens. T'sais, même moi, je n'ai pas envie de l'acheter à ce prix-là. Donc là, c'est de se dire, OK, bien, qu'est-ce qui est raisonnable, tu sais, comme prix pour afficher tout ça? Fait que le premier réflexe qu'on a eu, c'était d'avoir une espèce de fourchette, si on veut, de OK, bien, les livres qui durent moins de 5 minutes, on va les vendre 7,99. Ceux qui durent un peu plus que 5 jusqu'à 10, on va les vendre 9,99. Puis en haut de 10 minutes, on va les vendre 11,99. Je ne sais pas trop pourquoi on a décidé de ces prix-là, mais on se dit, ah, ben ça fait du sens par rapport au prix papier, puis pour l'environnement numérique dans lequel ces produits-là évoluent. Puis là, on a mis ça en marché. Puis on se dit, bien là, ça va marcher, tu sais, les libraires le savent, ils peuvent vendre aux bibliothèques. Je veux dire, il n'y a quand même pas juste 5 bibliothèques au Québec. Mais je peux vous dire aujourd'hui que mon plus grand vendeur, c'est Aki Lafritte, puis on en a vendu 35. Fait que c'est pas... Finalement, honnêtement, c'est sûr là, qu'il y a des bibliothèques qui veulent ça puis qui ne le savent pas. Puis là, c'est là les enjeux de chaîne du livre qui sont encore là. Parce que moi, quand je vends des livres fonds en bibliothèque, mais pas en bibliothèque, mais en librairie, qui, eux, vendent aux bibliothèques, mais ça passe par mon distributeur de livres papier qui est ADP. Mais quand je vends du numérique, moi, je dépose sur deux marques. Fait qu'ADP, là, ben, il n'est plus dans le game. Là. Donc, qui parle aux libraires de mes livres numériques? Si ADP, il ne le fait pas, ce n'est pas dans son mandat. Puis là, ben, deux marques, ils sont supposés le faire, mais je pense qu'ils sont bien dans le jus puis que c'est pas si clair que ça. T'sais. Puis je ne veux pas accuser personne, mais le point, c'est que c'est comme s'il manque quelque chose. Là. Il manque une courroie de transmission, encore une fois. Puis là, quand tu parles à un libraire, il y en a un qui va triper, mais là, toutes les autres, comment ça marche? Puis là, comment je fais pour me rendre à la bibliothèque? Ou comment je fais pour me rendre dans les commissions scolaires ou les écoles? Puis là, j'ai le même problème. J'ai le même problème que les apps, même si je suis encore dans l'environnement, dans l'industrie du livre plus traditionnelle, si on veut. Fait que c'est comme si, chaque fois que je fais du numérique, je me bute à quelque chose que je n'avais pas pensé. Je pense que cette façon-là de faire est plus facile, puis elle ne l'est pas. La bonne nouvelle avec ces livres-là, c'est qu'à part Anatole, les autres, ben, ils ont été financés en partie par Patrimoine Canada. Fait que, mon break-even, il est atteignable peut-être un jour si le marché se développe. Puis moi, je crois que ce marché-là va finir par se développer parce qu'on le voit dans d'autres pays, le livre audio, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. On le voit sur des plateformes comme Audible, par exemple, où il y a des abonnés, puis il y en a de la consommation de livres audio. C'est juste que moi, je n'ai pas envie d'aller sur Audible, ça ne me tente pas, j'ai envie de faire mes propres productions. Puis j'ai envie que ce contenu-là ne soit pas noyé dans d'autres, puis j'ai envie que ce soit des conditions qui respectent les droits d'auteur aussi. Fait qu'à cause de toutes mes valeurs, ben, je n'en vendrai pas, parce que finalement, je ne suis pas dans des environnements qui fonctionnent. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, par contre. Il y a eu un financement pour une plateforme de livre audio qui verra le jour d'ici peut-être 2 ans, j'imagine. En tout cas, vous en entendrez peut-être parler par d'autres personnes que moi, mais il y a des choses qui s'en viennent au niveau du livre audio au Québec. Mais là, j'ai tous ces beaux livres-là, puis je ne peux pas les vendre. Ben, je peux les vendre, mais je les vends très peu, en fait. Puis hier, on a lancé la soupe aux allumettes. On a vendu 3 audios hier. On capotait, mon équipe. On était là, « Oh my God! 3 livres vendus dans une journée! » Je pense que c'est un record. Là, je n'ai pas vu aujourd'hui. Peut-être qu'on en a vendu un de plus, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que je pensais que le livre audio, ce serait plus facile, puis ça ne l'est pas plus. Puis je pensais que la stratégie de prix y était, encore une fois. Fait que là, quand on a lancé Opération Flocon, on l'a lancé en mars parce que c'est un livre sur un petit gars qui est bien tanné de la neige sur son terrain, puis tout ça. Fait que, il y a comme, mars, c'est parfait pour ça. On s'est dit, OK, on lance ce livre-là pour la semaine de relâche, puis on le vend à 4,99. Fait que, tu as déjà le livre, là, ben, tu dis, hey, je vais acheter l'audio pour 5 $. C'est un beau complément au livre, ça revient pas cher. Les profs vont l'utiliser. Fait que plutôt qu'être dans le 11,99 comme Aki Lafritte parce qu'il est plutôt long, ben, on s'est dit, OK, on va voir si de le vendre vraiment moins cher va avoir un impact sur les ventes.
Puis ben, je vous dis que non, parce que ça n'a rien changé. On n'a à peu près pas vendu. Je pense que c'est un qu'on a le moins vendu. Je pense qu'on a vendu 3 en tout depuis 1 mois et demi. Fait que c'est comme si les instincts qu'on a, tu sais, ce qu'on pense, c'est « OK, ben en le vendant moins cher, ben les gens vont y aller ». Finalement, ça n'a peut-être pas rapport, tu sais. Fait qu'on est encore en train de réfléchir à la stratégie de prix parce qu'on a d'autres qui sont en production des livres audio, puis j'ai vraiment l'intention de continuer à en faire. C'est juste que je ne comprends pas exactement comment on va faire pour les vendre, mais je pense qu'un jour, je pense que l'habitude de lecture audio n'est peut-être pas encore installée au Québec, mais je pense aussi que les gens ne savent pas où les trouver. Puis, tu sais, pour donner un exemple, Pète et répète, là, tu sais, dans les premiers mois, je pense qu'on en avait vendu 3. Un à Gilles Herman, qui est éditeur chez Septentrion, qui avait acheté pour tester des affaires, puis il m'avait dit « Hey, ouais, ton fichier, nanana. » Un que c'est une madame qui avait appelé au bureau « Ouais, j'aimerais acheter ça pour ma petite fille, je ne comprends pas comment faire. » Puis l'autre que je ne sais pas c'est qui. Tu sais, je suis comme, tu sais, réalisez-vous, ça n'a comme pas d'allure, là, tu sais, de faire autant, tu sais, pour se retrouver finalement à connaître tous les acheteurs du livre que tu fais. Mais je suis quand même, encore une fois, hyper fière parce que le processus de création des livres audio, j'ai ben trop de fun. On travaille avec le studio Bulldog pour l'enregistrement des voix. Donc, tu sais, mais je m'occupe, en fait, toute la direction artistique, je la prends quand même sous moi, là, tu sais, de trouver le comédien, de trouver le musicien. Puis comme je suis musicienne, mais je peux diriger la composition musicale. Donc, je suis en mesure de passer une commande, puis de faire des suivis, puis des V1, V2, V3 avec les compositeurs. Puis honnêtement, j'ai du plaisir, là. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait que je peux vous en faire entendre. On fait des petites vidéos promo. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. À qui la frite? À nous la frite! 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 Cela ne fait aucun doute, les vrais rois de la patate, ce sont eux. Tu as intérêt à les prendre au sérieux. Tu sais, c'est quand même cute, là. C'est vraiment, tu sais, c'est Dumas qui a fait la musique de ça avec Martin Roy. Tu sais, on reconnaît la signature de Dumas. J'étais en train de finir un autre avec Claude Pelgag tout récemment. Pour celui de Patrice qu'on a lancé hier, c'est Antoine Graton. On travaille avec Ingrid Saint-Pierre aussi pour un autre avenir. Tu sais, je veux dire, c'est fou, les créateurs avec qui on travaille, la qualité. Tu sais, je me dis, j'enlèverais la narration puis j'écouterais juste la musique là, chez nous en faisant vaisselle. Tu sais, il y a comme quelque chose, tu sais, qui est de la création pure puis qui est, selon moi, vraiment de qualité. Puis ces créateurs-là sont généreux, tu sais, dans leur travail puis dans la façon que ça avance. Mais, tu sais, à la fin, c'est dommage que ça ne se rende pas. Fait que, tu sais, moi, je suis une éternelle optimiste. Fait que j'ai le sentiment que d'ici quelques années, il y aura un marché audio un petit peu plus développé. Puis ce que je me dis, bien, moi, j'aurai un coup d'avance si mon catalogue sera prêt. Mais honnêtement, tu sais, ça a l'air un peu de la folie aujourd'hui que j'en fasse autant parce que quand tu regardes les ventes, tu sais, le rapport investissement et retour sur investissement, là, genre, ça a 0 rapport à ce que je suis en train de faire, mais ça n'a jamais été vraiment une considération dans ma façon de travailler. J'essaie d'équilibrer. J'ai toujours des projets qui sont plus des valeurs sûres, puis après ça, bien, ça me permet d'aller essayer des affaires ailleurs. Mais ça, c'est un choix, c'est un choix d'entreprise rendu là, de ce que tu as envie d'essayer ou non. Il y a plein d'éditeurs aujourd'hui qui disent « Pourquoi je ferais ça? » Puis je comprends, puis j'ai envie de leur dire « Tu as raison, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport d'investir autant de temps, d'énergie puis de sous pour les résultats que ça donne. » Moi, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que j'ai ben trop de fun. C'est vraiment une bonne raison. Je ne sais pas, elle vaut combien ma raison? Combien je peux investir pour justifier ça, ce désir-là, de faire ce type de production-là? Je ne le sais pas. Puis là, mon dernier projet, que je suis donc bien contente, nouveau projet en cours, atelier de création basé sur le web. Donc, vous vous souvenez de ce qu'on a vu tantôt dans les applications, qui étaient d'une part, les applications font l'histoire, puis de l'autre côté, l'atelier de création où on reprenait les éléments de l'histoire pour créer sa propre histoire. Honnêtement, là, ça, j'ai pas lâché le morceau. Je pense que je tiens quelque chose avec cet atelier de création-là parce qu'on l'a vu avec les familles qui ont utilisé l'application. On l'a vu avec l'UQAM aussi, avec qui on travaille en collaboration, qui a testé ça avec les enfants. On le sait que c'est quelque chose qui est apprécié, qui est utilisé, qui est le fun. Mais comme j'ai toujours pensé que je passais à côté un petit peu de mon public parce que c'est limité aux applications dans l'iOS. Fait que là, ça faisait longtemps, moi, que je me disais « Hey, on peut sortir ça de là, cette affaire-là, puis mettre ça web-based, puis que tout le monde puisse y aller, puis que ce soit gratuit. » Fait que, les applications sont sorties en 2016, on est en 2021, puis ça me travaille encore, Fait que l'été passé, j'ai déposé à la SODEC, il y a des fonds, je ne me souviens même plus c'est quoi les noms, en innovation, en tout cas en développement de projets innovants. Fait que j'ai déposé
Ce projet-là l'été passé, puis j'étais comme pas certaine que ce serait accepté, bien, parce que tu n'es jamais certaine de toute façon quand tu fais ces demandes-là, mais aussi parce que c'était un peu un dérivé de quelque chose qui a déjà été financé, tu sais, fait que j'aurais compris que ça passe peut-être pas. Mais ce qu'on a fait, c'est on l'a twisté un petit peu, ce projet-là, parce que là, c'est que l'atelier de création. Donc, tu n'as pas du tout l'histoire dans cette affaire-là. Fait que l'idée, c'est que moi, j'espère que les gens ont l'histoire à la maison ou vont acheter le livre audio, par exemple. Donc, ils vont être capables d'avoir cette immersion-là qui se fait ailleurs que sur la plateforme web. Mais ce qu'on voulait surtout, c'est que un des commentaires qui est revenu le plus souvent sur nos applications, c'était « Mais quand j'ai fait mon histoire, est-ce que je peux l'envoyer à quelqu'un? » Puis tu ne pouvais pas l'extraire. C'était dans l'application. Puis c'était pris là, puis il n'y avait pas de partage possible. Au départ, on avait pris cette décision-là. C'est aussi une décision qui, comme d'habitude, limite les possibilités. Mais on avait pris cette décision-là parce qu'au niveau des droits d'auteur, là, c'est vraiment complexe de dire « OK, bien, je peux utiliser les illustrations d'un illustrateur professionnel qui vient d'une vraie histoire, puis les retwister, puis là, bien, créer mon histoire, mais mon histoire, là, pourrait être de très mauvais goût, par exemple. T'sais. Puis là, je peux l'envoyer à tout le monde, puis là, tout le monde pense que c'est Fonfon qui a fait ça. T'sais. Fait que pour ces raisons-là, on trouvait que la gestion de tout ça, puis la modération de tout ça, c'était comme vraiment gros. Puis aussi parce qu'on était dans l'App Store, puis tout ça, là, on s'est dit, OK, on ne va pas là. Mais là, on s'est dit, OK, bien là, on dépose à Sodec, puis l'idée, c'est de trouver une façon d'être capable d'activer ce partage d'histoire-là. Fait que là, on est vraiment... on a eu le financement, j'ai eu ma lettre en décembre qui approuve le financement. Fait que là, on a commencé à faire toute, finalement, l'arborescence, si on veut, du site web, puis réfléchir à comment ça va se passer pour l'utilisateur, parce que pas oublier que notre utilisateur, il est petit, fait qu'on ne peut pas surcharger de texte. Il faut que ce soit très, très, très intuitif comme navigation. Fait que moi, j'avais deux grandes envies en refaisant ce projet-là. Bien, trois. La première, c'est que tout le monde y ait accès. Mais au-delà de ça, c'était de mettre le créateur de l'avant, parce qu'on est dans un atelier de création. Fait que là, on fait du contenu vidéo. Donc, il y aura 5, pour commencer, en tout cas, la plateforme, il y aura 5 univers qui vont être déployés. Puis dans chacun des univers, comme par exemple Aki la frite, ce que vous venez d'entendre là, comme livre audio, bien, on a une capsule avec Chloé Varin, qui est l'autrice d'Aki la frite, puis qui parle un peu de son processus de création, puis de comment ça se passe. Donc, moi, si je suis un enfant, puis là, bien, je m'en vais dans l'univers d'Aki la frite, hey, j'ai l'auteur qui me dit, elle, quand elle a écrit, quand elle a de la misère avec son inspiration, qu'est-ce qu'elle fait? Puis après ça, bien, moi, j'ai l'univers d'Aki la frite où je peux aller m'amuser à créer ma propre histoire. Puis à la fin, bien, je peux le partager. Puis là, on avait eu plein de discussions, encore une fois, et là où on en est, en tout cas du moins aujourd'hui, ça va peut-être changer, mais ce qu'on disait, c'est qu'on voulait qu'il y ait un babillard d'histoire. Puis que quand ton histoire est finie dans ton compte, bien, que tu puisses la poster sur le babillard, puis que tout le monde puisse aller voir sur le babillard. Puis là, on s'est mis à réfléchir à cette affaire-là, puis à la mécanique d'approbation, puis on s'est dit, hey, tout à coup que ça marche, ça va être l'enfer, gérer les histoires de tout le monde, puis tout ça. Fait qu'on a plutôt opté pour mettre de l'avant les histoires du moment. Donc, ça va être mon équipe qui va fouiller dans ce qui va se faire, puis va mettre de l'avant les histoires qu'on aura sélectionnées nous-mêmes, plutôt que de tout approuver ce qui va se retrouver sur le babillard, qui est une job immense si la télé fonctionne le moindrement. Par contre, ce qu'on a décidé de prendre comme décision, c'est d'être capable de mettre un lien à la fin pour partager son histoire. Donc, pour l'envoyer, une fois que ton histoire est finie, bien, tu peux l'envoyer à ta grand-mère ou à ton cousin ou à la personne que tu veux. Fait qu'on a décidé d'y aller avec ça. Puis là, bien, c'est tout l'aspect légal qu'on est en train d'attacher pour que Fonfon soit dégagé s'il y a un contenu inapproprié qui se trouve. Puis il y a aussi tout le signalement d'histoire. Fait que là, on est en train de réfléchir à OK, bien moi, je vois une histoire qui n'a pas d'allure, mais qu'elle soit facilement, qu'il y ait un bouton pour la signaler, puis que moi, facilement, je puisse aller gérer ça après. Fait qu'on en est là, mais c'est pas simple. Puis il y a un autre élément qui nous questionne beaucoup présentement, c'est la création de compte. Parce que là, c'est des enfants. Puis là, ben, si on ne crée pas de compte, ben, tu ne peux pas enregistrer tes histoires, tu ne peux pas retourner les retravailler, tu ne peux pas retourner les voir. Fait que c'est essentiel qu'il y ait une création de compte. Puis là, c'est là qu'on réalise que l'App Store, il y avait quand même des avantages dans Apple parce que tu étais dans un compte déjà créé. Tu n'avais pas à créer ton compte. Tout ça était dans l'application. Fait qu'il y avait quand même des côtés positifs, mais bon, on s'entend, il y avait beaucoup, beaucoup de négatifs. Alors là, ben, on n'a pas le choix de demander à l'enfant de se créer un compte. Puis là, on se dit, bon, ben, à quel moment on le fait? T'sais? Parce que s'il faut que tu le fasses d'emblée, tu vas-tu vraiment aller créer ton histoire? Mais si à la fin, il faut que tu le crées, mais ça peut créer de la frustration de ne pas avoir su que tu devais créer ton compte si tu voulais enregistrer ton histoire. Fait que là, on est vraiment dans ces questionnements-là. Qu'est-ce qui est le moins irritant? Puis qu'est-ce qui est le plus efficace pour l'enfant? Puis là, on se disait, OK, ben, si on le demande d'emblée, l'enfant qui veut s'amuser, ben, il ne pourra même pas le faire. Puis là, on a beaucoup réfléchi en équipe, puis on s'est dit, ben, peut-être qu'on ne veut pas qu'il le fasse s'il est tout seul, l'enfant non plus. Moi, j'ai peut-être envie qu'il y ait un adulte à côté qui fasse, OK, on va te créer un compte, puis que ce soit une décision qui soit prise comme avec quelqu'un en autorité sur l'enfant. Donc, on est toutes là-dedans, puis
Ça peut avoir l'air anodin comme question, là, mais on tourne en rond beaucoup avant d'arriver à la réponse qu'on pense qui est la bonne puis qu'on est capable de justifier. Parce qu'après ça, c'est des choix. T'sais. Fait qu'on est là-dedans. Donc, il y aura, techniquement, là, je pense qu'on va être capable de lancer ce projet-là quelque part à l'hiver 2022. Il y aura 5 univers, donc tirés de 5 livres fond-fond. Puis chacun aura une capsule du créateur, puis chacun après ça aura l'univers qui est offert à l'enfant pour qu'il puisse faire son histoire, puis la partager s'il le veut ou simplement la garder dans son compte s'il ne veut pas la partager. Il y aura sur le site Internet aussi les histoires du moment que tout le monde pourra aller consulter. Fait que l'idée, c'est vraiment de mettre la création de l'avant. Puis nous, ce qu'on souhaite faire, évidemment, c'est les écoles. On souhaite rejoindre les écoles parce qu'on pense que des professeurs, ça peut avoir beaucoup de plaisir avec ça, avec la création d'histoire avec sa classe et tout ça. Fait que dans le site web, il y aura aussi une page enseignant avec du contenu, comment utiliser cette plateforme-là en classe, quel genre d'histoire on peut faire, comment on peut utiliser au maximum cette plateforme-là. On ne le sait pas encore, c'est pas clair, mais on va le savoir d'ici 1 an. Fait qu'on est là-dedans, c'est nos réflexions en cours, puis je suis vraiment contente d'être capable de retravailler sur cet atelier de création-là parce que je n'étais comme pas allée au bout de cette idée-là, ou en fait, j'étais allée au bout dans un contexte, mais qui est tellement limité que je pense que de cette façon-là, on va peut-être être capable de vraiment rejoindre. Il n'y a personne qui va pouvoir dire « je ne peux pas y aller ». Combien de gens m'ont dit « ah, l'application, ben, je ne peux pas, ça a l'air le fun, mais je ne peux pas ». Je suis comme là, tout le monde pourra s'y rendre. Puis je me dis, le club des créatures que je vous ai montré tantôt, le site web, tout le monde peut s'y rendre aussi, mais je me dis, c'est plus loin que les projets que je fais habituellement. Fait que j'ai l'impression que celui-ci, qui est lié à des livres précis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui circule plus facilement, qui va être plus facile à promouvoir, qui est plus simple à expliquer, donc plus simple, si on veut, à vendre à la fin, même si c'est gratuit. Mais encore là, c'est un gros projet avec beaucoup de sous, toujours évidemment avec une part investisseur au niveau du producteur. Puis j'ai décidé, celui-là, que je le voyais comme la promotion. J'ai décidé que, je vais arrêter de m'imaginer qu'on va faire de l'argent avec quelque chose, en tout cas pour l'instant. Puis ça, je me dis, bien, plutôt que de m'acheter un gros panneau à 10 000 $ sur le bord du pont Champlain, bien, moi, j'investis là-dedans, puis je pense que je vais offrir aux enfants une expérience qui est le fun, puis qui permet d'utiliser le numérique dans ses plus belles fonctions, pour la création, puis après ça, bien, pour le lier à des histoires. Fait que c'est ça, donc on en est là, on est vraiment en plein développement, là, on est là-dedans à se poser énormément de questions. J'ai hâte que ça sorte, ça va être long, là, mais j'ai très, très hâte que ça sorte. Alors, c'était ça ma présentation. Je ne sais pas, j'ai fait combien de temps? Je ne sais pas si j'ai trop parlé. Ah non, c'est correct, ça a l'air d'être pas pire. Fait que, je ne sais pas, j'ai même pas vu le chat, je pourrais arrêter le partage de mon écran. Bien, merci Véronique, c'est très généreux. C'est beaucoup d'expérience qui est partagée. Ça rejoint énormément d'enjeux qui sont au cœur de la production interactive depuis plus de 20 ans, en fait. C'est vraiment intéressant. Si je regarde, en fait, il y a un truc qui est très particulier dans le cadre de Fond-Fond, qui est de créer une collection pour faire connaître, sensibiliser les jeunes aux événements de la vie. Donc, traiter d'enjeux sérieux pour traiter d'éléments de la vie, parce que finalement, le premier livre que vous avez fait, c'était autour du deuil. Donc, c'est intéressant. Ben, c'est comme un positionnement de maison d'édition. Là, évidemment, je n'aborderai pas le volet lucratif des autres actions que vous faites en parallèle là, à travers justement le livre de commande, entre guillemets. Là. Mais ça, je trouve ça intéressant, comme vraiment d'avoir une spécificité pour traiter de choses sérieuses. Quand même, les enfants sont exposés aussi à un ensemble de choses sérieuses. La question du matériel pédagogique aussi qui est créé, c'est très important, c'est essentiel parce que c'est à travers ça que le personnel enseignant va utiliser l'œuvre en classe, donc potentiellement acheter l'œuvre. Donc, évidemment, la création de matériel pédagogique, c'est toujours bon. Je soulignerais aussi, parce que Véronique, tu as mentionné que Prune Lioutier est arrivé à travers une bourse mi-taxe. Là, on n'a personne des bourses mi-taxe ici qui assiste à la présentation, mais honnêtement, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de bourses mi-taxe qui donnent accès à qui se poursuivent dans le temps, qui donnent accès à des actions de terrain, qui donnent accès à la transmission de savoir entre les universités et des entreprises,
qui permettent de mettre en place des plans d'action à travers, dans l'univers numérique, dans le milieu de l'édition et à travers certainement un ensemble d'actions. Donc, s'il y a des gens de MITAX qui sont ici, sachez que votre action est positive, est très bien perçue et qu'elle a de vraies répercussions. Un autre enjeu aussi, c'est un enjeu que j'ai connu aussi personnellement, c'est aussi la mise en place d'une structure entrepreneuriale parce qu'au départ, quand on se positionne comme artiste, producteur, on a une intention artistique. À un moment donné, on est confronté à des enjeux de compagnie, de crédit d'impôt, d'incorporation, de droits d'action pour rentrer dans les catégories, puis correspondre, puis on a besoin d'une business. Puis à un moment donné, il y a des enjeux administratifs, puis ce n'est pas nécessairement ce qu'on est à la base. Là, c'est intéressant aussi d'avoir posé la question de la réflexion autour de la tablette, quand la tablette est arrivée, parce que c'est quand même assez récent, la tablette. Ça fait, mettons, 10 ans, là, pour faire un chiffron. Parce qu'il y a quand même eu un changement ça a ouvert un nouveau marché, puis en même temps, ce n'est pas tout le monde qui l'avait, puis ça a créé beaucoup de rêves, beaucoup d'attentes. C'est un super bel outil. Est-ce que ça a vraiment développé un marché? Ensuite, c'est intéressant autour de le concept, la volonté, ça c'est très, très de 2010, mais c'était aussi très, très 2000. Là. Mais c'est la volonté de créer, de laisser les gens, oui, on va donner les outils aux gens pour qu'ils créent leur propre histoire. On va donner on va créer toute une interface très compliquée pour que l'utilisateur puisse créer sa propre histoire à partir de notre modèle. Wow, c'est super. Là, on passe beaucoup de temps à ça. Et finalement, est-ce que les gens créent vraiment leur histoire puis font vraiment l'effort de créer leur histoire? Ouf. Là, évidemment, on ne mesure pas les statistiques de ça. Nous, on en a fait ici à Topo des sites où est-ce qu'on a permis aux gens de créer, de participer, de faire leur truc. Puis ça n'a pas été un très, très grand succès public. Même si, parce que les gens, ils vont voir quand même l'expérience, tout ça. C'est le fun conceptuellement de dire que les gens vont créer leur propre histoire, mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire avec les outils qu'on met à leur disposition? Alors, dire, quand je parlais des outils pédagogiques, puis par exemple, l'interface de création, quand je parle qu'on veut faire du matériel pour les enseignants, c'est que ça rejoint des courants. Il y a beaucoup aujourd'hui des courants d'enseignants qui enseignent à partir de la littérature jeunesse puis qui font des ateliers d'écriture. Puis c'est vraiment dans cet esprit-là que je réfléchis à cette plateforme-là puis de dire, on sait qu'aujourd'hui, les enseignants font beaucoup écrire les enfants à la manière de tel auteur ou selon tel type parce qu'ils ont lu tel livre. Donc, ça s'inscrit vraiment dans ce genre de démarche-là. C'est pas juste aller créer votre histoire. C'est comme vu que c'est dans un univers qui se tient puis qui est comme déjà défini. Avec l'UQAM, justement, c'est des recherches là-dessus qui ont démontré que c'est plus facile pour les enfants de créer dans des univers qui sont comme un petit peu encadrés. Fait que c'est dans cette optique-là qu'on le réfléchit. Plus que at large, aller créer vos histoires. Non, c'est à l'intérieur de quelque chose où on te laisse un espace créatif, finalement. Puis je pense que... C'est là que, quand on travaille avec une clientèle, justement, l'importance du matériel pédagogique, c'est que quand on travaille avec la clientèle scolaire, on a une clientèle captive. Les gens sont obligés de faire leur histoire avec les outils qu'on leur offre. Alors, ce n'est pas comme si on lance les outils at large. D'où l'importance de cet arrimage avec l'école pour faire vivre cette utopie de la participation du public. Oh. Oui. Effectivement, oui. Puis je reviendrai aussi, juste tant qu'à dire, tu viens de nommer la question de corporation, si on veut, à quel point ça va jouer sur le type de subvention que tu peux aller chercher selon ta corporation puis ce que tu as comme entreprise. Puis je parlais qu'on avait créé la boîte à Python à part finalement pour recueillir Fonds interactif. Puis c'est dans ça qu'on a créé le Club des créatures mystérieuses. Puis à la fin de cette expérience-là, ce qu'on a réalisé, c'est comme on n'arrivait pas à avoir de revenus, à partir, ou en tout cas très, 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 très peu, à partir de ces productions-là, l'entreprise nous coûtait plus cher à garder active que les revenus qu'on avait. Fait qu'on a fait et défait l'entreprise, c'est ça qui est fou, mais en 2019, en 2019, finalement, avec Prune et Christian, on a décidé de laisser tomber la boîte à Python parce que c'était trop cher à maintenir en vie, juste au niveau des états financiers, puis de la fin d'année, tout ça. Au niveau comptable, c'était complexe, puis c'était lourd. Puis comme on n'avait pas de nouveaux projets en développement,
on a tiré la plug là-dessus. Fait que on a refermé ça, puis j'ai repris les productions, puis je les ai ramenées dans Fond Fond. Fait que c'est bizarre, là, c'est vraiment comme quelque chose qui n'a jamais eu lieu finalement, mais qui a servi à ces productions-là d'être, si on veut, déployées. Fait que, comme quoi, on pense à une forme juridique, on pense que c'est la bonne, on déploie un projet, puis au bout d'un certain temps, on réalise les irritants que ça peut avoir ou les limitations que ça a, puis on revient au plan A. Fait que c'est intéressant que tu le soulignes. On est des centres d'expérimentation à la base. Nous, comme centre d'artistes, on a un centre d'expérimentation, mais on ne s'attend pas à ce que les éditeurs qui sont incorporés à but lucratif qui étaient en théorie faire de l'argent, soient aussi des centres d'expérimentation, chose qu'ils sont de toute façon. Avec le Fonds des médias, quand même, il y a des fonds conséquents qui sont investis qui permettent de constituer un bassin de créateurs. J'y reviens un petit peu plus tard parce que tu en as parlé. Je vais aller vite, je me donne 3 minutes avant de laisser la parole aux autres personnes. C'est intéressant de dire que la préférence des enfants avec les outils que vous avez mis en place, c'était la capacité de s'enregistrer. Ouais. Ça, c'est facile, ça ne demande pas trop d'engagement. On parle dans le truc d'interactif, mais c'est quoi l'effort qu'il faut faire pour participer? Ensuite, la tournée des salons du livre, le succès populaire, puis sans transaction d'achat, c'est quelque chose qui a déjà été... c'est un truc connu, mais je comprends que ce soit frustrant, là. Donc, l'enjeu de découvrabilité, oui, mais il y a une habitude de marché aussi, être découvert. Je pense que vous avez été quand même découvert, mais il y a aussi la question d'habitude, puis vous êtes un peu... Il y a quelque chose, il y a une expression anglophone qui s'appelle les early adopters. Ça coûte toujours cher. OK? Parce que les premiers, ils dépensent, puis les deuxièmes, ils récoltent. Fait que là, la question d'aller vers le web, évidemment, d'aller vers le site web expérientiel, puis c'est sûr que le web, là, à ce moment-là, ça le rend accessible. C'est vraiment super, c'est vraiment at large. Mais là, après, il faut justifier un modèle commercial. Ça, c'est vraiment difficile d'arrimer un modèle commercial avec tout ça. Donc, là, je vais essayer d'aller le plus vite. La valeur du livre audio, ça, c'est vraiment intéressant. Comment vaut un livre audio alors que maintenant, on a une nouvelle plateforme qui s'appelle Audio, mise en place par Radio-Canada, qui nous offre des milliers de fichiers audio qu'on n'a même pas vraiment découverts encore. Comment est-ce qu'on peut mettre en marché un livre audio qui a une valeur à 5,99 alors qu'on a une offre énorme dans une plateforme qu'on découvre à peine, qui nous met plein de projets audio sur la place, qui paient aussi. Nous, ils ont payé pour 2 projets réalisés par Topo dans le passé qui incorporent des fichiers sonores. On fait partie de la plateforme audio maintenant. Mais une chose qui est intéressante, puis qui est... c'est mettre en place une structure de production, de création, donc avec des créateurs. Alors, peu importe, même avec Claude Pelgag, tout ça, avec Éric Lebel, Acouphène, avec l'autre, là, mais tu sais, de créer, d'avoir une structure qui permet de mettre en place des projets de création, ça, c'est un actif. D'être en mesure de lever des cas pour créer des projets rapidement, c'est vraiment un actif. Donc, là, la question aussi des projets participatifs, le cadre légal, puis ça, avec les enfants, c'est vraiment aussi, c'est un enjeu. Il y a beaucoup de projets qui sont heurtés à ça. Il y a moyen de fonctionner aussi avec des portails, des profils, des comptes simplifiés, des noms tout simples. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on pourrait poursuivre la discussion. J'ouvre tout de suite la parole au public. Merci, Véronique. Ça me fait plaisir. Bien, je rebondirai rapidement sur ce que tu dis aussi, par rapport, par exemple, à Audio. Moi, Audio, ils m'ont contacté, là, puis ils voulaient les acheter, mes livres audio que j'ai faits. Sauf que tu dis, OK, ben la licence qu'ils m'offraient, c'était pas hyper généreux. Puis là, tu dis, ben là, je tue mon projet, dans le sens que je le mets là, puis la seule chose que je peux récolter, c'est la licence qu'ils vont me payer, parce qu'après ça, ben il n'y en a plus de revenus que je vais pouvoir faire à partir de ça. Alors que je sais qu'il y a une plateforme québécoise qui va être éventuellement mise en place pour de l'abonnement et tout ça. Puis là, je me dis, il y aura un jour des revenus. Puis je me dis, pour la somme que Audio offrait, j'ai comme pas envie de l'essayer, c'est fou, hein? Mais j'aime mieux pas faire d'argent aujourd'hui puis garder ma valeur de contenu
pour le jour où il y aura un marché peut-être un peu plus structuré, parce que j'y crois dans un avenir quand même assez rapproché au niveau de l'audio. Puis un avenir rapproché, je parle de, mettons, un horizon de 2-3 ans. Fait que je me dis, c'est quoi d'avoir déjà investi, puis de récolter dans quelques années, si ça se trouve qu'il y a peut-être un marché. Après ça, peut-être que je me trompe, mais la question d'audio, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'après ça, tout ça, c'est gratuit, comme si ça n'avait pas de valeur. Puis moi, ça vient me chercher. C'est comme... Puis en même temps, savez-vous quoi? Je l'ai audio sur mon téléphone, puis j'en écoute des podcasts. Fait que là, c'est là que mais c'est ça, c'est des structurations de marché. Fait que la stratégie de prix à travers tout ça est vraiment difficile, parce qu'on confond même podcast et livre audio, souvent. Fait que, alors qu'il y en a un qui est très, très gratuit, le livre audio, après ça, si tu l'achètes sur leslibraires.ca, il coûte le même prix que le roman. Fait que là, tu te dis comment je me retrouve dans tout ça? J'ai juste des questions pour ce que tu disais, Michel. Je n'ai pas de réponse, mais j'avais juste besoin de renchérir là-dessus. Parce que c'est vraiment des grandes questions. Puis, à quel point nos diffuseurs publics nous aident ou ne nous aident pas avec des applications comme audio. Je me le demande, honnêtement. Mais, ouais, c'est ça. Je me retiens de commenter pour laisser la parole aux autres. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'ai une question. Félicitations, Véronique, premièrement, de nous parler, puis avec ton passé en musique et d'être lancé là-dedans. Pour faire une histoire courte, je salue Gabriel Outy, parce que j'ai un DESS en édition numérique qui avait été lancé en 2017 et il se trouve que même pour lancer un projet comme ça, même je me sens un petit peu démunie en sortant d'un programme comme ça, même de me lancer dans la réalisation d'édition numérique. Mm-hmm. Et ce que j'aimerais en savoir plus, je ne sais pas si tu voudrais partager un petit peu au niveau de... Si on prend par exemple le livre Meu ou Gertrude, ça représente une équipe de combien de personnes derrière ça? Des employés, des pigistes qui ont quelles compétences techniques? Quel titre? Quelles attentes salariales? Tout ça, je n'ai aucune idée de ça. Du moment que tu as l'idée à la réalisation du projet final, as-tu dépassé ton temps? Je veux dire, tu sais, qu'est-ce que... Et la rentabilité, encore, quand tu parles d'une stratégie de prix, tu sais, sur combien de temps tu veux rentabiliser un projet aussi, par rapport à combien ça te coûte, tu veux le lancer. Mais je suis encore assez mystifiée à savoir quel genre de personnel tu embauches pour aussi réaliser un projet comme ça. Ton illustrateur, est-ce qu'il travaille en premier sur papier, après c'est numérisé et c'est animé, ou est-ce que tu as un spécialiste Photoshop qui a tout fait en peinture Photoshop? Tu as un programmeur web. Tu vas, tu sais, un spécialiste user experience, interface, c'est quand même un... Donc, jusqu'où ça va? Tu as combien de personnes en particulier pour ce projet-là, si on peut prendre un exemple concret? Oui, mais juste rapidement sur la rentabilité, te donner une idée, le financement qu'on a eu au Fonds des médias, là, le 295 000, c'était un fonds, mais remboursable sur les ventes à hauteur de 50 %. Puis c'est un contrat de 7 ans. Fait que ça te donne peut-être une idée de l'horizon dans lequel tu penses être capable de rentrer dans ton argent si ça a lieu, là. Donc, nous, on a été financés, on a eu la lettre en 2014, le financement a commencé en 2015. Donc, techniquement, à la fin de 2022, je pense, j'arrive au bout de mon contrat avec le Fonds des médias, ce qui fait que les ventes que je fais, j'ai pu reverser le 50 % au Fonds des médias. Normalement, c'est un investissement qui est récupérable jusqu'à la hauteur du montant qu'ils t'ont prêté. Fait que, je pense que l'horizon de 7 ans est même un peu long, là, mais quand même, je pense que ça donne déjà une idée de, OK, bien, dans mes prévisions, dans mes projections, je l'imagine sur un genre de 7 ans. Après ça, j'avais un fichier Excel avec genre 5 scénarios, là, le scénario pourri jusqu'au scénario villa sur la côte. Là. Fait que là, on se disait, OK, bien, en les vendant à tel prix, combien il faut en vendre pour arriver à tel montant, sachant les cotes de chacun et tout ça, puis ce qu'on a payé comme production. Fait qu'on avait une espèce de tableau comme ça qui nous permettait de calculer la rentabilité du projet avec différents scénarios de à peu près pas de vente à énormément de ventes. Fait qu'on avait un genre d'éventail comme ça. Après ça, au niveau de l'équipe, c'est énorme, là. C'est une quarantaine de personnes là, qui ont travaillé sur le fonds interactif, entre autres. Après ça, je n'ai pas 40 employés. Moi, à l'époque, j'étais seule dans la maison d'édition. Fait que, ça te donne une idée. Fait qu'après ça, il y a Prune qui était comme, si on veut, elle était beaucoup à la direction de projet pour essayer de tenir tout ça, parce que moi, je n'avais pas le temps de faire la direction de tout non plus. Fait que c'est beaucoup on l'appelait notre architecte numérique. Fait qu'on réfléchissait beaucoup ensemble à la structure de tout ça. Mais elle faisait le lien avec tout le monde et tout. On parle de 40 pigistes?
Non, on parle d'acouphène. Tu sais, le truc, c'est d'aller travailler avec une boîte, tu sais, qui fait ça dans la vie. C'est vraiment ça le truc, parce que dans ta boîte, ben là, ton user, tu sais, ton expérience utilisateur, tout le design, le développement technologique derrière, ben ça, c'est centralisé dans une boîte qui se parle puis qui se gère, tu sais. Puis ça simplifie de beaucoup la gestion. Après ça, mais il faut que tu aies les sous pour l'engager, la boîte. Tu sais, c'est ça l'affaire, parce que ça coûte très, très cher, là, tu sais, des mandats comme ceux-là. Fait que, tu sais, nous, la façon qu'on l'a travaillé, c'est avec Acouphène, il y avait toute la question du développement technologique, si on veut, toute la question du design de l'expérience et tout ça. Puis, ouais, tout ça, c'était chez Acouphène. Après ça, il y avait Prunes qui faisait beaucoup de liens entre moi et Acouphène aussi. Mais après ça, il y a les créateurs. Tu sais, moi, je le vois comme dans une autre batch, si on veut. Tu sais, fait que tu as Acouphène qui fait l'application, qui la développe, puis qui fait qu'à la fin, tu en as une. Mais quand tu fais ça, bien là, tu as ta commande d'illustration, comme je disais tantôt, les boutons, par exemple, pour l'application, ou tu sais, d'avoir les éléments séparés pour être capable de les animer. Mais pour chacun des livres, on a dû faire une genre de liste, comme une genre de liste d'épicerie de tout ce qu'on avait besoin au niveau du visuel. Donc, chaque artiste lié à chaque projet a été interpellé, a eu un nouveau cachet pour refaire cette commande d'illustration-là. Fait que nous, c'est des livres papier existants, mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans le petit making-of, là, on voyait qu'ils retraçaient des choses sur du papier calque. Ils ont dû redessiner plein d'affaires parce que c'était... Quand ils ont fait le livre papier, c'était pas ça la fonction, là, que ça se retrouve animé à l'écran. Fait qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été refait à cause de ça. La composition musicale, bien, ça, c'est comme un autre, c'est une autre branche. Moi, j'ai la chance de pouvoir diriger ça, mais il faut que tu aies quelqu'un dans ton équipe qui puisse le faire. La direction des comédiens aussi. Fait que, il y a comme une tête artistique qu'il faut avoir pour tous ces créateurs-là, si on veut, puis donner une direction. Puis parallèlement à ça, ça te prend une équipe en développement interactif, qui va faire ton expérience utilisateur, qui va faire ton design, qui va faire le développement technologique. Fait que je te dirais, pour vrai, en gros, on a été une quarantaine de personnes derrière Fonds Interactif. Fait que certains à la pige, puis d'autres, c'était le mandat d'Acouphène qui, eux, ont beaucoup d'employés, plus tous les créateurs pigistes à travers ça. OK. Et donc, par exemple, ce livre-là, Meu et Gertrude, c'est un projet, c'était combien de temps? Hein? De l'idée à la première, où tu te sentais capable de... Ah ben de l'idée, écoute, l'idée, ça a été long parce que l'idée, avant, l'idée, tu n'as pas le financement encore, tu comprends? Fait que, tu sais, jour 1, c'est... C'est un aspect bureaucratique, là, aussi, là. Une série d'appels, de retours et de... L'été, moi, c'est une réflexion qui est en cours depuis des années. Puis après ça, ça s'est concrétisé avec Prune à son arrivée. C'était au printemps 2014. Puis les applications ont été lancées au printemps 2016. Ça fait que c'est 2 ans de conception, d'écriture de demande de financement. Puis quand tu fais ta demande, bien, souvent, tu as déjà besoin d'avoir un peu de conception de fait parce que quand tu le déposes, il faut quand même que tu aies quelque chose à présenter. Fait qu'il il y a beaucoup, beaucoup d'étapes en amont avant de commencer la production. Fait que je dirais que ça a été quasiment 1 an de préparation de projet, si on veut, puis 1 an de production. OK. Et une fois que, en fait, c'est déposé, c'est une technologie. Là. Quand on dépose, on a un site WordPress, il faut faire des mises à jour. Il faut changer de thème, il faut peut-être changer de serveur. Là, tu déposes un projet comme ça, même sur ces plateformes-là. Là, il faut que tu aies une équipe technique, je m'imagine qu'il y a l'occasion de faire des bugs aussi. Il y a une maintenance qui se fait. Bien, c'était exactement pourquoi on avait parti la boîte à Python. Parce que je me disais, moi, dans mon équipe, j'ai personne qui a les compétences pour mettre à jour ou débugger les apps si on a un problème. Puis Christian, le directeur techno chez Acouphène, lui, ça a vraiment cliqué, lui, moi et Prune. Fait que c'est là qu'on a décidé de faire la boîte à Python parce que je me disais, bien là, dans la boîte à Python, il y avait moi au niveau du contenu, il y avait Prune qui comprenait le numérique, qui parlait tout ça, puis qui avait une vision, puis il y avait Christian qui, lui, était capable d'avoir les 2 mains dedans puis de le faire, tu sais. Fait que à cette équipe-là, il y avait une belle complémentarité de force. Puis moi, ça me rassurait parce que si j'avais un bug, bien, Christian était là, puis je n'avais pas besoin de le payer, tu comprends? Parce que sinon, si chaque fois qu'il y avait eu de quoi, il a fallu que je repaye à Acouphène, ça aurait été infini, puis j'aurais pas réussi. Fait qu'à quelque part, c'est une façon de nous sécuriser en le faisant comme ça. Puis là, finalement, ben, ça n'a pas tenu la boîte à Python. Puis aujourd'hui, les apps font, c'est moi qui les ai. Puis ils roulent encore. Fait que l'affaire que je me pose comme question, c'est le jour où il y a un bug ou que ça ne roule plus, je repaye dessus Christian, qui est mon ami, puis que je pourrais lui donner le mandat de les mettre à jour, ou je les laisse mourir, parce qu'à un moment donné, je veux bien, là, mais tu sais, c'est là, la question des mises à jour est super importante, puis c'était vraiment pour ça qu'on a écrit la boîte à Python. C'est pour s'assurer qu'on soit capable de les maintenir, tu sais. Finalement, ben là, c'est ça, cette boîte-là, elle n'a pas tenu. Fait qu'après ça, ben, pour l'instant, ça tient, mais le jour où ça ne tiendra plus, ce sera une autre décision à prendre. T'sais. OK. Merci. Ouais. Je dirais que dans le domaine de la production médiatique, par exemple, au cinéma,
qui est le chouchou du Fonds des médias du Canada, là, ben, normalement, ben, beaucoup de gens, quand ils vont faire un film, ils vont incorporer une compagnie à numéro pour le film, puis après, ils ferment la boîte, puis that's it. C'est un peu, ils ne vont pas mettre en place une structure pleine et entière. Ils mettent une compagnie à numéro, on fait le truc, on engage les gens, on fait l'administration, on ferme, on rapatrie à la boîte mère, puis voilà. C'est que le film, il n'y a pas besoin de mise à jour. Lui, une fois qu'il est fait, il est fini. C'est ça la différence, par exemple, avec des productions qui vivent sur des appareils qui changent. Fait que c'est là que ça devient peut-être un peu plus complexe. Fait que si tu as fermé ta compagnie à numéro pour ta production numérique qui vit sur des tablettes ou qui a besoin de mise à jour et de maintenance, ben, c'est un peu. C'est pas donner les meilleures chances à ton projet sur le long terme. Là. Mais ouais. Non, mais c'est juste qu'il faut comparer parce que quand même. Je veux dire, l'industrie du cinéma qui fonctionne quand même beaucoup. La question des redevances aussi, je veux dire, quand on donne 295 000 mais par exemple, ou 300 000 de financement, bien, théoriquement, c'est une aide remboursable, mais dans la réalité, c'est jamais vraiment remboursé à de très, 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 très rares occasions, sûrement. Mais tous ces termes-là sont un peu... il faut absorber ces termes-là quand on est... un juste pauvre petit créateur qui crée une belle idée, puis qui fait un projet multimédia, puis qui se lance dans le bateau du numérique. Oui, les grands bateaux. Je pense qu'on a de la place pour peut-être une dizaine de minutes. S'il y a d'autres gens qui ont Jimmy Gagné qui a levé la main. Salut Véronique. Hey, Salut. T'es vraiment super de nous partager cette expérience-là. Moi, je trouve ça vraiment trippant. Parce que c'est pas évident, puis ça démontre les qualités d'entrepreneur, hein, parce que, je veux dire, avoir des échecs puis continuer de rester debout, là. Tu sais, tu parlais d'entêtement, on se la pose tout le temps, cette question-là. Là, je suis en train de m'entêter, moi, là. Tu sais, puis oui, mais jusqu'à un moment donné, c'est correct de s'entêter. Je veux dire, c'est pas de l'acharnement non plus encore parce que le marché n'existe pas. Fait que c'est normal, comme tu disais tantôt, tu l'as dit, on sème quelque chose aujourd'hui puis on va récolter à un moment donné. Puis à ce sujet-là, je me dis, tu sais, je trouve ça cool, là, l'évolution là, de tu sais, t'essaies des affaires puis là, t'arrives au web finalement, tu sais, puis cette question-là du web, tu sais, la pérennité des formats, de la programmation, tout ça, moi, je trouve que dans le web, moi aussi, je trouve que c'est la solution sur le web parce que on a quand même un langage universel que ça fait vraiment super longtemps qu'il existe, qui fait que ta mise à jour serait plus facile à faire que sur de l'applicatif. Fait que je sais pas si tu as développé en Swift ou en CC ou en quoi, peu importe. Je trouve que ça serait peut-être une bonne idée de penser avant que tout ça ferme, de convertir déjà, tu sais, un peu comme on faisait comme les enfants. Ouais, c'est ça, convertir l'application en JavaScript, tu sais, parce que tu vas rendre plus pérenne ton œuvre, là, tu sais, puis aussi, ben, elle sera encore vivante au moment où les gens seront prêts à être au rendez-vous, tu sais, parce que l'applicatif, les tablettes, ça fait ça depuis le début, là. Les applications ça coûte cher à développer, puis finalement, le marché est pas... Il y en a jamais eu de marché, moi, moi, je pense que, tu sais, dans l'utilitaire, un peu plus, là, dans l'utilitaire, l'applicatif utilitaire, il y a eu plus de marché, là. On a vu des belles réussites, mais autrement, c'est quelque chose qui est très, très difficile à percer, tu sais. Puis je t'encourage à continuer, par contre, parce que, comme je te dis, j'ai l'impression que c'est juste que c'est très long. Quand on est en avance sur le monde, c'est long. Faut que t'attendes, tu sais, puis là, t'essaies de tirer le monde avec toi, tu sais, de les amener avec toi de ton bord, tu sais. Mais ça va finir par aller là. C'est simplement comment monétiser. Il faut continuer de se poser la question, puis effectivement, tu sais, on est face à une mentalité de gratuité aussi sur le web. Fait que c'est pas une solution 100% là, d'être sur le web non plus, tu sais. C'est comme ça va être d'autres problématiques, mais tant qu'il n'y a pas de marché, il faut accepter qu'il n'y a pas de marché, tu sais. Il y a des choses peut-être qu'on peut faire, comme je disais dans le chat, c'est, tu sais, s'unir, assembler, puis il y a des nouveaux acteurs dans le milieu international qui ont démontré qu'il y a des modèles qui fonctionnent, puis peut-être qu'en attendant, dans le court terme, d'aller chercher de l'argent, de vendre ou d'être vu, en tout cas, parce que l'objectif, c'est aussi d'être vu, là, puis dans le court terme, ça peut aider en attendant que les projets plus idéologiques fonctionnent, tu sais. Ben moi, c'est ça que j'ai pas eu le choix de faire. C'est avec le Hip Hop 3.
j'ai créé des affaires interactives, tout ça. Puis, le moment donné, je dis non, je veux pas que ce soit un jeu, je veux que ce soit un livre. Donc, j'ai diminué la quantité tu sais, c'était plus, il n'était pas question de faire du style, c'était vraiment de la littérature qu'on voulait, les enfants lisent. Mais je suis rendu que je monétise mieux mes ouvrages avec des simples PDF, puis la trame narrative, puis la musique, là, tu sais, puis l'argent est là dans le streaming, tu sais. Alors qu'on avait peur ben gros de ça au Québec, mais c'est là qu'est l'argent présentement. C'est que le marché, moi, depuis 2013, ça a été long, mais j'ai trouvé un marché, au moins pour l'album jeunesse. Pour l'album jeunesse, mais encore là, faut que tu sois anglais-français, faut que tu sois dans d'autres langues, tu sais, pour que ça marche, tu sais. Mais l'applicatif, j'ai hâte en tabarouette, moi, ça fonctionne. Puis un jour, peut-être que c'est ça, c'est que j'ai l'impression que ça prendrait comme une plateforme, parce que le monde, les internautes, ils veulent un gros bouquet, une offre vraiment remplie, tu sais, c'est comme pas à notre échelle, on dirait, tu sais, parce qu'on crée, on veut mettre de la qualité, ça fait que ça prend du temps, de l'argent. Fait qu'on n'arrive pas à produire beaucoup d'ouvrages, puis c'est ça que l'internaute, fait que le décalage le fossé qui est entre les deux, c'est ça qu'il faut s'organiser pour rapprocher, conscientiser sur le travail qui est fait par les artistes, puis tout le labeur derrière, et en créer plus de notre côté. Puis pour en créer plus, il faut se mettre, selon moi, il faut s'unir pour ça. Faut offrir un bouquet. Puis je pense que oui, il y a des choses en cours là, qui semblent, en tout cas, peut-être être une solution, on verra. Mais en tout cas, merci encore, puis bravo pour ta présentation. C'est gentil. Ben, merci. Puis c'est le fun de voir que on se pose toutes les mêmes questions, hein, finalement, puis on essaye des affaires, puis coudonc. L'idée, c'est de continuer puis d'y croire. Là, mais merci pour ton intervention. Il y a André Harvey qui a levé la main. Est-ce qu'on peut qui va animer le prochain webinaire d'ailleurs? Oui, c'est ça. Allô, Véronique. Salut. Salut. Écoute, vraiment félicitations. Tes projets sont vraiment fantastiques, sont extraordinaires. Puis c'est effectivement triste qu'il n'y ait pas de marché pour ça. Décourage-toi pas. Nous, tout à l'heure, je voulais juste, par exemple, modérer tes attentes parce qu'on n'est pas des spécialistes de mise en marché. Puis, c'est effectivement, souvent, il y a comme un amalgame entre mise en marché et découvrabilité, mais on va bien expliquer qu'est-ce qu'on fait exactement. Mais on a des trucs qui pourraient effectivement aider à rendre tes produits plus visibles. De là à dire que ça va se traduire en vente, ça jamais non, ça, c'est une autre affaire. Mais écoute, puis en même temps, ton témoignage témoigne de tout ce que ça demande pour faire du numérique. Tu sais, souvent, on pense que c'est facile, mais c'est tellement... Tu sais, c'est complexe, ça prend des équipes, ça prend des spécialistes, il faut tout le temps maintenir. On minimise aussi souvent le budget de mise en marché. Tu sais, souvent, on met tu sais, les fonds qu'on obtient, mais c'est souvent pour la création, la production. Puis au Québec, on fait des choses vraiment incroyables, mais après ça, on n'a pas de budget pour la mise en marché. Oui. C'est des gros enjeux. Puis, tu sais, c'est vrai qu'on peut facilement mêler la mise en marché puis la découvrabilité. Tu sais, j'ai l'impression que de faire découvrir le projet, c'est comme le premier pas là, vers une transaction. Tu sais, puis c'est ça, tu sais, il reste... on a beau... tu sais, des fois, on a l'impression que tout le monde connaît notre affaire. Puis, tu sais, c'est comme notre fil Facebook. Là, tu sais, c'est pas parce que tes 1000 amis savent ce que tu fais que le reste du Québec le sait. Tu sais, puis c'est là, tu sais, comment je fais pour parler à ceux que je connais pas, tu sais. C'est pas simple, tu sais. Puis parler ce langage-là, qui est un langage numérique aussi, tu sais, qui fait peur, surtout quand on parle de contenu jeunesse, tu sais. Ça n'a pas tout le temps bonne presse non plus. Fait que, tu sais, comment nommer qu'il y a une démarche derrière ça, tu sais, hein, puis qu'il y a une sensibilité, puis qu'on ne veut pas offrir n'importe quoi aux enfants. Tu sais, c'est tout ça qui est difficile à communiquer, tu sais. Fait que, merci de ton intervention. J'espère qu'on va pouvoir t'apporter quelques réponses. Moi, sur ça, je décrète la pause nationale de 20 minutes entre les deux webinaires avant d'accueillir André Harvey et Véronique Marino qui vont discuter plus avant de découvrabilité. Alors, évidemment, il y a toujours le groupe qu'on a créé sur Facebook autour du forum. On vous invite à l'investir avec vos commentaires, vos réactions. Et peut-être que Gabrielle peut en parler. Oui, brièvement, en fait, on a parti un groupe justement pour créer un espace de discussion. Je pense que c'est des enjeux qui nous
qui nous touche tous. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire de cet espace de le vôtre. C'est sûr que, bon, nous, on vous tient informé aussi de ce qu'on fait dans le forum, mais on ne veut pas que ce soit juste un groupe de promotion. Fait que vraiment, gênez-vous surtout pas. Puis, je vais mettre le lien dans la petite conversation. Sinon, je crois qu'on va pendant la pause, on va faire jouer un podcast de justement la Cogency qui avait fait. Ça va être là pendant la pause, mais c'est pas si vous avez besoin d'aller faire autre chose, évidemment, c'est une pause. Donc, on vous met juste un petit truc dynamique pendant ce temps-là. Voilà. Voilà. C'est un podcast produit pour le Fonds des médias du Canada à la Cogency. Exactement.